Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va être 5 pour débriefer cette 24e journée de Ligue 1, pardon. Pour commencer, on retrouve Maxime qui nous avait fait faux bon la semaine dernière. Salut Maxime, ça va? Non, pas de faux bon coach, pardon. J'avais besoin de repos et là j'arrive, je suis requinqué, donc on va pouvoir analyser ça tranquillement avec une nouvelle victoire de l'ASM en plus. Face au Nîmes Olympique, Leandro, ça va? Je vois que tu allumes ton micro, ça va? Ça va, tout va bien. J'ai un pied en moins, mais ça va. Oui, voilà, faut quand même raconter ce qui s'est passé hier au stade des Costières, Leandro. Vas-y, je t'en prie. Ouais, bah, en gros, on est 150 supporters à être allés encourager l'équipe. Et sur une mini course de 40 mètres entre 2 points, entre l'entrée parking et l'entrée vestiaire, j'ai réussi à me faire une entorse à la cheville. Et du coup, j'arrive plus à marcher. T'es tombé? Non, je suis pas tombé, heureusement, j'aurais eu trop honte. Humble. Ah non, humble. Humble et fier. Ah ouais, je suis resté debout, hein, parce qu'un Nîmois, c'est fier. Est-ce que ça présageait pas une défaite du Nîmes Olympique, cet avant-match? Bah écoute, ça a présagé une défaite, mais une défaite avec, tu vois, comme moi, avec les Coronets, puisque je suis resté debout. Et le Nîmes Olympique est resté debout, donc... D'accord, ok, je vois, ça promet. On retrouve aussi Doumam. Salut Doumam, comment ça va? Salut la famille, salut l'équipe, ouais, ça va bien, super content encore d'être là, ça fait 3e match, 3e titularisation, je suis comme Elie Wahi, je vais signer ma prolongation bientôt, et on parlera bien sûr de mon petit chouchou, hein. Franchement, il a encore fait une super rentrée, faut qu'il continue comme ça avec son nouveau numéro, c'est le chouchou de la paillade, et donc on va en parler. Et on va parler forcément aussi de Marseille-Paris. Yes, j'ai aimé le match personnellement. Donc on va en parler en long, en large et en travers. Ouais, tu fais bien. On accueille aussi Lucas qui vit des semaines difficiles dernièrement avec nous. Salut Lucas. Salut, vendez le club s'il vous plaît. Vendez-le, vendez tout le monde. Il y a Doumam, avant le podcast, il nous a parlé d'un match au Courage. Alors du coup, t'es l'Olympique de Courage dernièrement. Ouais, c'est ça. Pas de résultat, mais de la volonté. C'est la définition de ce club. Allez, je pense qu'on va tenir un bon podcast avec toi. Donc alors, on se retrouve comme d'habitude. On commence par un petit récap de cette 24e journée qui a commencé samedi à 17h avec un Lorient-Reims. Lorient qui continue ses bonnes prestations du moment avec une victoire 1-0. À 19h, l'Olympique Lyonnais s'est imposé facilement 3-0 face à Strasbourg. On va revenir un peu plus dans ce match dans quelques minutes. Lyon qui a été facilité dans sa tâche par l'exclusion très précoce de Thomasson au bout d'un quart d'heure de jeu, même pas. À 21h, Lens et Rennes, c'était un petit choc entre deux équipes assez jouées ces derniers temps, mais il n'y a pas eu de but, ça s'est fini sur un 0-0, un poil décevant, allez. Et dimanche, ça a commencé dès 13h avec le Stade Brestois, nos chouchous, qui ont qui ont enfin retrouvé le goût de la victoire en battant Bordeaux 2-1. Bordeaux qui menait 1-0 jusqu'à la 80e environ, s'est fait finalement rejoindre par l'entrée de Steve Mounier notamment, qui a été excellent. À 15h, on a eu des buts dans ce multiplex, sauf du côté de Saint-Etienne, mais c'est peut-être pas étonnant. Les Verts sont imposés 1-0 face à Metz et retrouvent un peu des couleurs au chaudron, mais après il y a eu 3 matchs avec beaucoup de buts. Nice s'est imposé 3-0 face à Angers. C'est à l'aller déjà, Nice s'est imposé sur le même score au stade Raymond Kopa. Et les Niçois retrouvent enfin des couleurs. Il y a Amine Gouiri qui a marqué, la charnière Todibo Saliba commence à prendre forme et à faire des merveilles. C'est encourageant pour la suite. Montpellier de son côté s'est imposé 4-2 face à Dijon. Les Montpelliérains qui ont sorti une première mi-temps abominable et qui sont repris après la pause en mettant notamment 3 buts en 15 minutes. Voilà, on va aussi un peu en reparler avec Doumam, mais il y a un enchaînement de Gaëtan Laborde qui est incroyable pour son deuxième but. Et bien sûr, on l'a dit en introduction, le Nîmes Olympique face à Monaco a offert le match le plus prolifique de cette 24e journée avec une victoire des Monégasques 4-3. Je sais que Leandro a pris quand même du plaisir malgré la défaite et c'est peut-être bon signe pour le Nîmes Olympique. D'ailleurs, Leandro, tu m'en as pas parlé en introduction, mais on a dit au revoir à Jérôme Arpinon. Ah putain, heureusement, hein, ça faisait un moment qu'on voulait lui dire au revoir. Non, t'as oublié. On était même à 2 doigts d'aller faire ses propres bagages, mais non, il a fini par s'en aller, heureusement. Ouais, mais tu vois, t'es passé à côté de cette nouvelle quand même. Je pensais que t'allais arriver dans ce podcast tout chantant, tout heureux là, parce qu'il va falloir que tu le trouves. Mais de toute façon, ça allait arriver, tu sais, avec le moment Monaco. Je suis obligé de parler de la performance de notre nouveau coach quand même.
Donc j'allais y venir. Je me suis dit t'allais commencer comme ça. Harpin out, c'est fini. Maintenant, va falloir trouver un autre. Tu trouves un nouveau. Après à 17h, Lille s'est imposé face à Nantes 2-0, mais Léandro, est-ce que c'est une surprise? Non. Pour toi? Non. D'ailleurs, non, parce que oui, on en reparlera lui aussi. Mais Nantes n'a pas touché un ballon dans la surface en première mi-temps. Je pense que ça signifie bien les difficultés de Raymond Domenech chez les Canaries. Et enfin, le classique que tout le monde attendait, le retour sur Canal+. L'Olympique de Marseille s'est incliné 2-0 face au PSG. On va revenir en longueur parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si Paris s'impose. C'était pas un grand match des Parisiens. Comme on l'a dit, l'OM au courage a tout tenté pour essayer d'inquiéter les Parisiens, mais finalement, ces derniers ont fait la différence sur des contres et un réalisme foudroyant. Pour commencer, je vais peut-être lancer Lucas sur cet Olympique Lyonnais-Strasbourg. T'as fait les notes pour Made in Foot. Est-ce que tu veux lancer un peu ce résumé Ouais, volontiers. Alors, le match a commencé par des Lyonnais qui avaient vraiment pris, qui sont vraiment bien entrés dans cette rencontre. Dans le premier quart d'heure, ils ont pas mal de facilité à accéder à la surface de réparation des Strasbourgeois, même si il y a pas forcément ça se conclut pas forcément par une grosse occasion. Et le match bascule à la 14e où Adrien Thomasson arrive en retard sur Thiago Mendes, je crois, et se prend un carton jaune qui semble assez logique, même si c'est sa première faute et que c'est un petit peu tôt dans le match. Il conteste longtemps et de manière assez virulente, et peut-être trop virulente pour l'arbitre, qui lui met un deuxième jaune et l'exclut. Donc 14e minute, des Strasbourgeois qui étaient déjà un peu mis en danger se retrouvent réduits à 10. Et c'est simple, 6 minutes plus tard, Memphis Depay trouve un grand espace dans la défense des Alsaciens, ouvre le score. Et jusqu'à la mi-temps, les Strasbourgeois font que reculer, ça recule, et sur une petite erreur de la défense, c'est Karl Toko Ekambi qui en profite et double la mise. Les hommes de Thierry Lauré ont vraiment eu du mal à rentrer dans ce match, un peu biaisé par l'expulsion de Thomasson. Et la seconde mi-temps, les Gones sont dominés, mais c'était vraiment dans la gestion. C'était un match qui était vraiment géré intelligemment par Rudy Garcia et ses joueurs. Ils voulaient inscrire des buts, ils voulaient vraiment dérouler, mais il n'y a pas eu de précipitation pour une fois, même si ils sont rentrés quand même assez tardivement. Mais Ryan Cherki a pu jouer 20 minutes, comme Ben Lamri et Slimani. Et Memphis Depay a inscrit un troisième but juste avant de céder sa place à Ryan Cherki à la 70e. Donc victoire 3-0, victoire logique, même si le carton rouge pourra laisser des regrets aux hommes de Thierry Lauré. Toi, Léandro, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là? Je sais qu'on va, j'imagine, beaucoup parler de Memphis Depay qui a encore sorti un match de patron. Mais d'un point de vue global, est-ce que déjà, pour toi, le rouge est mérité déjà? Pour moi, le rouge est totalement mérité puisque c'est anormal. Les joueurs, ils devraient comprendre qu'une décision de l'arbitre, tu peux pas la contester, surtout pas de cette manière-là. Et surtout qu'ils comprennent pas, à partir du moment où le jaune est sorti, il va pas te l'enlever. Donc ça a juste été débile de la part de Thomasson, puisque du coup il a carrément coûté le match à son équipe, j'en suis sûr et certain. Derrière, Lyon qui a déroulé, hein, bien évidemment. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, et comme il le disait Lucas, je trouve qu'il faut quand même saluer, moi de ma part, je trouve qu'il faut saluer la performance de Strasbourg, qui s'est pas forcément laissé abattre, tu vois, j'ai trouvé quand même que c'était une équipe qui allait beaucoup de l'avant, surtout dans le contexte dans lequel il jouait, il était 10e, tu joues une équipe qui joue du coup le titre, etc. Et on a quand même vu des belles choses. Donc deuxième mi-temps, je pense, c'était un peu plus équilibré, si on peut dire ça comme ça. Et non, et puis après, Rudy Garcia a très bien géré ses effectifs. On a enfin vu un peu plus de jeunes, même si je comprends pas qu'il fasse rentrer Florent Da Silva à la 89e. Ça, je comprends. Ça, c'est encore une fois de plus. Mais ce sera l'excuse de dire j'ai lancé Florent Da Silva. Ouais, voilà, mais c'est dommage. Surtout premier match pour le mec. Moi, du coup, j'étais trop hypé parce que c'est un joueur que je suis pas mal et que j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Mais il a touché 3 ballons, quoi. Donc bon, mais sinon il a trop bien géré, hein. Il a bien géré sa victoire. Là où il faudra juger un peu justement cette confiance aux jeunes, c'est demain, en Coupe de France, où Lyon a justement, Rudy Garcia a pas souvent 2 matchs dans la semaine à préparer parce que Lyon n'est pas en Coupe d'Europe, mais c'est justement demain où il peut profiter de ce match face à Ajaccio qui devrait bien se passer pour Lyon pour justement permettre à des jeunes comme Melvin Barr et Ryan Cherki
ou pourquoi pas Florent Da Silva d'avoir un peu plus de temps de jeu. On se rappelle l'année dernière, Cherki s'était illustré face à Nantes. Je crois qu'il mettait un but et peut-être même une passe décisive. J'ai plus les stats en tête, mais en tout cas, l'année dernière, on avait vu un peu que Cherki avait déjà le niveau pour jouer en Coupe de France au moins, voire en Ligue 1 et voire même être titulaire. Donc du coup, je pense que demain, les Lyonnais ont beaucoup d'attentes autour de l'équipe de Rudy Garcia et de savoir si justement le coach va pouvoir leur faire confiance et les mettre titulaires dans un match de coupe, quoi. Attends, vas-y. Je peux juste revenir un truc sur un truc qu'a dit Leandro et sur lequel je suis en partie d'accord avec lui, c'est par rapport à l'expulsion de Thomasson. Le premier carton, moi je trouve qu'il y est. Le second carton jaune, je trouve aussi qu'il y est, comme a dit Leandro, parce qu'effectivement, le mec râle, j'arrive pas à lire sur les lèvres, mais il a des gestes virulents. Et moi, je serais pas étonné qu'il y ait une insulte. Le seul problème, et c'est ce qu'a dit Thierry Lauré, c'est que c'est un truc qu'on voit tous les week-ends, qu'on voit pas tous les matchs, mais assez souvent. Et le seul truc, c'est que ça arrive très souvent. Les arbitres sanctionnent que quand c'est Strasbourg, Brest ou Reims en face. Et d'ailleurs, il a cité un exemple. Il a pas donné le nom de l'équipe ni du joueur, mais sur la phase allée, il y a je crois que d'ailleurs c'était la même équipe, il y a des joueurs qui devant le banc de touche parlaient très très mal à l'arbitre. Et là, évidemment, vu que c'était l'équipe du top 3, bizarrement, l'arbitre sort pas un deuxième jaune. Enfin, c'est pour ça que ça me rend un peu perplexe, cette décision. Je me dis que c'est bien, il a pris la bonne décision, il a pas se laissé marcher dessus par un joueur. Mais le seul truc, c'est que j'espère qu'il le refera lorsqu'il arbitrera un PSG-OM ou un Lyon-Lille, je sais pas. Et tu vois, moi je suis d'accord avec toi. Ce truc-là des petits et des méchants, enfin des petits et des gros, de certains avantages, de certains laissés-passer. De toute façon, tu l'auras, je pense, un peu toujours en Ligue 1 et tu auras toujours cette impression chez les petits et de tu vois, le fait d'être un peu sanctionné pour pas grand-chose ou pour un coup de gueule ou quand tu perds un peu tes nerfs devant l'arbitre. Et à l'inverse, certains grands vont dire que les petits peuvent faire plus de fautes sans avoir de carton. T'as toujours un peu ce côté-là, je pense. Ouais, c'est justement ça. Ouais, vas-y, Leandro. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, comment dire, on a eu exactement plus ou moins la même chose en début de match sur Nîmes-Monaco, avec la même chose. On a eu une faute très grossière. Purée, je sais plus qui c'était un défenseur monégasque. Je vais aller vérifier. Mais du coup, il se prend un carton jaune qui, pour moi, est très très, enfin, ça aurait pu être un rouge sans aucun problème, tu vois. Et le seul truc, c'est que l'arbitre, il lui met pas le rouge. Et j'en suis sûr à 200%, parce que c'est début de match, faut des balles au touré, tiens, en plus pour faire plaisir à Max. Le mec, il se prend un jaune et je pense que l'arbitre, il lui met le jaune tout simplement parce qu'il veut pas casser la rencontre, tu vois. Il veut pas se dire, ouais, dès la 4e minute, il se retrouve à 10. Or, dans le match contre Strasbourg, l'arbitre, il a pas hésité à mettre le carton rouge, qui pour moi, tu vois, a été mérité, mais pareil, qui est venu casser le match. Moi, je pense que hier, si Monaco, à la 4e minute, il se retrouve à 10, tu vois, le match, ça peut être autre chose. Après, t'as toujours ce débat-là. Est-ce que l'arbitre doit prendre en compte que c'est la première faute si un attentat, Mais moi, sincèrement, je pense qu'il faut y aller. Si un attentat, il y a un attentat, ou est-ce que l'arbitre doit se dire merde, c'est la première faute, elle est dangereuse certes, mais est-ce que je dois sanctionner pour autant? Enfin, t'as toujours ce côté-là. De toute façon, on en parle souvent que les arbitres doivent prendre en compte la psychologie d'un joueur ou tu vois de la tournure du match, mais c'est un vrai débat. C'est est-ce que après le truc, c'est qu'il y a vraiment une limite. Je sais pas si tu te rappelles la finale de Coupe du Monde Espagne-Pays-Bas où ouais, avec De Jong. L'association arbitrale, je sais pas si c'est européenne ou mondiale ou quoi, tout le monde était venu au secours de l'arbitre en disant ouais mais les gars, c'est la 3e minute. Il arrive avec des crampons vissés, il lui met dans le cou. Et il arrive à puissance. Je veux dire. Je suis d'accord avec moi, mais c'est justement ça. C'est est-ce que l'arbitre doit se dire en grosso modo, je grossis le truc exprès, mais en gros, au bout de 20 minutes, s'il y a une grosse faute, je mets pas de carton rouge parce que ça a tué le match. Mais en soi, le mec qui fait la faute a pas à faire une grosse faute ou l'attaquant a pas à manger des cartons pendant 20 minutes de manger des tacles pendant 20 minutes parce qu'il sait que l'autre va pas être exclu. Tu vois, t'as ce côté-là aussi de savoir sanctionner quand il faut. Mais moi, tu vois, je vais même pas aller plus loin. Hein. Enfin, tu vois, on sort du cadre Ligue 1, mais on part en Première Ligue. La semaine dernière, il y a eu quoi? Il y a eu un 9-0 pour United. Il part d'où? Il part d'un carton rouge à la 2e minute, tu vois. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a des fautes sur lesquelles tu peux être
comment dire, compréhensible. Tu peux dire ouais, vas-y, c'est pas une grossière faute, mais des fois il y a des fautes ou même des actions. Moi, je trouve ça très bien qu'il ait foutu un rouge au Strasbourgeois, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il le fasse tous les week-ends. Tous les week-ends, dès qu'il y en a un qui vient te casser les pieds, tu le vires. Parce que des fois, on se retrouve avec des mecs, arrêtez, le mec il fait son métier aussi, tu vois, genre, moi je peux comprendre les deux parties, mais les arbitres, ils sont souvent mis à tort durant les matchs. Et pour moi, la distribution de cartons rouges, elle serait plus rapide. Certes, ça durerait 2-3 semaines où tu te retrouverais avec 15 cartons rouges dans la Ligue 1 ou tout ça. Mais au final, les mecs, peut-être qu'ils comprendraient et qu'ils feraient un peu plus leur gueule, quoi. Ah, mais ça, je suis un peu d'accord avec Leandro. Moi, qu'il y ait un arbitre qui se dise, quoi qu'il arrive, si un joueur me parle mal, il est hors de question, je me ferai respecter, je le sanctionnerai cash, mais quelle que soit l'équipe en face. Et qu'il y ait un arbitre qui se dise, je peux comprendre qu'il y ait de la tension, que certains mots peuvent dépasser leurs pensées, tant que ça va pas trop loin, je sanctionnerai pas. Moi, ça me dérange pas. Par contre, le seul truc, c'est que je sais plus qui était l'arbitre de la rencontre, mais je suis sûr qu'on regarde sur ces 10 derniers matchs, il y a des joueurs avec un plus grand nom dans un plus grand club qui ont aussi contesté des cartons jaunes ou des fautes. Amaury Delerue, l'arbitre. Eh ben, je suis persuadé bizarrement, il a passé l'éponge, si c'était, Memphis Depay ou, je sais pas, Payet à l'OM ou Neymar à Paris, parce que, ça aurait été plus commenté et peut-être critiqué. Et c'est ça qui est dommage. Toi, Max, t'en penses quoi, Max, justement, de ce côté, des cartons précoces qui tuent le match. Enfin, c'est souvent l'expression qui revient. Est-ce que l'arbitre doit vraiment faire preuve d'autant de psychologie pour éviter de gâcher le spectacle, ou une faute qui mérite rouge doit être sifflée, que ce soit la première ou la 20e pour toi? Le problème, c'est que si l'arbitre il se dit ok, c'est la 2e minute et on accepte tout, et que t'as un joueur qui se retrouve avec une entorse de la cheville, ça c'est un exemple qui est pas grave, en 3 semaines il revient, mais je trouve que non, là l'arbitre de la rencontre a eu raison, et c'est un débat qui devrait peut-être pas avoir lieu, parce que comme a dit Leandro, à l'étranger, l'exemple de United la semaine dernière, c'était le bon choix. On peut pas laisser tout passer sous prétexte que c'est le début de match et on va tuer l'enjeu, parce qu'à ce compte-là, les 5 premières minutes de jeu, c'est la guerre sur le terrain et on se permet tout et n'importe quoi. Donc non, je pense que vous avez fait un très bon résumé de ce sujet, et mon avis a été partagé par Lucas et Leandro déjà. Ok, il y a quelqu'un d'autre que vous vouliez mettre en avant sur ce match, Lucas, Leandro peut-être, à part Memphis, on n'en a pas trop parlé, mais bon, il a joué juste. La semaine dernière, il avait eu un peu plus de mal, et justement cette semaine, il s'est bien repris. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On sait que c'est un petit peu c'est la raison pour laquelle aussi, sans vouloir vexer les Lyonnais, c'est la raison pour laquelle il est à l'OL, c'est que malheureusement des fois il est un peu irrégulier. Là, il était très bon, mais globalement, le milieu de terrain de Lyon, c'est vraiment. Paqueta, encore une fois, a été. Je crois que Leandro m'a envoyé un message. Ah, mais Paqueta, c'est un film de cul, je vous jure. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, mais vraiment, il faut en parler. À un moment donné, là, il se retrouve seul face à 3 ou 4 Strasbourgeois. Il arrive à la sortir et il va presque marquer un but d'un angle qui vraiment est nul. Trop fort. Il est trop fort. Franchement, ce mec, je trouve qu'il est limite tellement fort que le mec, l'an prochain, j'ai peur qu'il se barre de Lyon, qu'il l'utilise comme club étape, quoi. C'est vrai qu'après Paqueta, moi qui suis aussi fan du Milan, j'ai suivi le Milan quand il est arrivé au Milan. On voyait que c'était un joueur qui avait plein de qualités, mais qui manquait de confiance, et je pense que c'est ce qu'il a exactement à Lyon. Et à Lyon, il peut vraiment exprimer ses qualités. Et c'est vrai que je pense que Juninho l'a mis grave en confiance. Je pense qu'il a aussi énormément de temps de jeu. Et voilà, quand on donne de la confiance et du temps de jeu à un joueur qui a quand même de la qualité, ça se voit en fait. Et là, c'est vrai qu'effectivement, il fait il saute aux yeux, fou à Lyon, et il est en train effectivement de montrer tout son talent. Il était déjà très bon au Brésil, mais là, il avait déjà cette petite étape qu'il a passée au Milan, championnat européen. On sait que les Brésiliens, ils ont de l'adaptation par rapport au froid, par rapport à la température. Maintenant, il est à Lyon et il a eu cette petite période d'1 an au Milan qui lui a permis de s'adapter. Là, à Lyon, il est en train d'exploser. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un super joueur. Vraiment un super joueur. Il y a un mec de qui je trouve qu'on parle pas assez. Et pourtant, pour venir décrier qu'il était nul, il y avait beaucoup de monde. Mais là, depuis ces derniers mois, on n'en parle plus. C'est Karl Toko Ekambi qui, une fois de plus, je trouve qu'il fait un super match. Il est sur tous les ballons offensifs. Il est bon, il fait des passes, il a une belle vision de jeu. Donc pareil, très bon match de Karl Toko Ekambi. Un peu à l'image des derniers, quoi.
J'ai cru que tu allais me faire plaisir et me parler de Sinali Diomandé. Moi, perso, c'est un défenseur que j'adore. On n'en parle pas trop, mais je trouve que balle au pied, il apporte quelque chose de différent. Tu vois, genre Marcelo, il a pas cette conduite de balle où il hésite pas, Diomandé, je trouve, à monter, tu vois, il porte le ballon, il hésite pas à trouver les premières relances et tout. Je trouve qu'il est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une stat sur Sinali Diomandé qui va te faire plaisir. L'Olympique Lyonnais n'a jamais perdu alors que Sinali Diomandé était titulaire. Ça, c'est beau. Voilà, hein. Opta, Leandro, merci d'aller dans mon sens. Non, mais tu vois, je trouve que c'est un joueur qui sortait un peu de nulle part, tu vois, et ça nous a tous surpris quand il a commencé à jouer, mais au final, tu comprends aussi pourquoi Ben Lamry a aussi peu de temps de jeu. C'est parce que il est en train d'exploser complètement, tu vois, Diomandé. Je pense qu'il va peut-être avoir un souci de complémentarité peut-être avec Denayer, parce que c'est deux joueurs un peu dans le même profil, tu vois, genre qui aime bien porter le ballon, etc. Mais tu vois, pour remplacer Denayer, par exemple, il était parfait là avec Marcelo à côté. Tu sais que Marcelo, c'est celui qui va un peu plus rentrer dans l'attaquant, pardon. Et quand tu vois les profils en attaque côté strasbourgeois, tu vois par exemple un Diallo ou quoi, il va faire le travail, tu vois. Mais Diomandé dans la construction et tout, je trouve que c'est une vraie plus-value pour l'OL. Et si Lyon est aussi fort au milieu de terrain, c'est aussi parce qu'il y a une première relance qui est vraiment pas mal de sa part. Ah mais c'est un crack, hein. Franchement c'est un crack, hein. Et je trouve ça bien que, franchement, je sais pas vous, et je vais juste poser la question, parce que j'ai peur qu'on relance et que ça parte encore pendant 10 ou 15 minutes de débat, mais Rudy Garcia, au final, ce qu'il a fait à Lyon, c'est bien. Et le mec, il arrive à première saison, certes, la saison dernière. Là, il y a cette saison où il relance tout le monde. Enfin, il relance des jeunes. Il arrive à faire jouer le centre de formation quasiment tous les matchs. T'as au minimum 2-3 mecs qui étaient encore méconnus l'an dernier. Et enfin, vraiment, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Parce que... mais je suis d'accord avec toi. Le jeu est pas mal. Après, faut pas oublier que le début de saison, là, les 5-6 premiers matchs, c'est pas ouf, hein. Mais oui, après, clairement, tu vois, qui profite pleinement de sa semaine de travail pour bien préparer les rencontres. Tu vois, t'as tout le groupe qui progresse et tout, ça c'est clair. Le point négatif, quand même, pour moi, c'est l'utilisation des jeunes que je trouve qui est pas assez présente. On l'a dit tout à l'heure en introduction, tu vois, Florent Da Silva qui rentre 2-3 minutes quand son match il est plié, que t'as 10 contre 11. Bon. Ouais, mais tu vois, mais derrière, quand moi, ça doit rentrer, ça doit rentrer plus tôt, ouais. J'espère que ça rentre plus tôt, tu vois, même Cherki, bon, il a 20 minutes, c'est déjà bien, mais tu vois, tu peux même pousser un peu plus, quoi, quand tu mets après, bon, le troisième but venait d'être mis, tu vois, mais c'est dans des matchs comme ça, justement, que t'es jeune, genre, tu vois, Melvin Barr, etc., ils peuvent rentrer corner, faire un match catastrophique. J'ai trouvé vraiment pas très bon, mais pas catastrophique, allez, je suis peut-être un peu méchant, mais j'ai pas trouvé bon, tu vois, Melvin Barr, il pourrait rentrer aussi, tu vois, alors qu'au final, il rentre pas du tout. Et là, sûrement que demain, vu qu'il est en conférence de presse aujourd'hui, il va être titulaire, et s'il fait pas un bon match parce qu'il manque de rythme, eh ben, il reviendra pas pendant 3-4 matchs, tu vois. Non, mais je comprends. Et puis, tu vois, on parlait de Bard, mais tu vois, il est pas rentré contre Strasbourg, alors qu'il a fait rentrer Desiglio, et c'est une absolue honte, voilà, ça, par contre. Hein, voilà, rien que ça, tu vois. Ouais, t'as trouvé l'exemple parfait, tu vois. Non, mais oui. T'as Desiglio qui est juste prêté, que tu sais pas si tu vas garder. Bon, lui, il se plaît, mais en même temps, à la Juve, il jouait pas, donc il est content qu'il se plaît aussi haut que Lyon. Mais tu vois, genre, voilà, Melvin Barr, qui est l'un des plus gros talents de ton centre de formation avec Cherki, Da Silva et peut-être le petit Malo Gusto aussi qui commence à pointer le bout de son nez, et tu le fais pas jouer ou peu. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Melvin Barr, s'il voit que c'est bloqué comme ça, qu'il passe derrière Cornet et De Siglio dans la rotation, ça risque de vouloir partir, quoi. C'est ça qui est dommage. Je pense que c'est le seul point noir qu'on peut mettre à Rudy Garcia sur sa saison. Je sais pas, Maxime, je vois que tu t'es démuté. Est-ce que tu veux justement vite fait dire un mot sur Rudy Garcia, son coaching, l'utilisation des jeunes, quelque chose? Bon, et encore une fois, vous avez tout dit. Non, mais c'est vrai que sur des matchs comme ça où qui est quasiment plié parce qu'au quart d'heure de jeu, tu joues à 11 contre 10 et en plus tu mènes au bout de 20 minutes, tu peux t'attendre à ce qu'il fasse rentrer des joueurs qui ont moins de rythme, justement pour les préparer au match d'Ajaccio demain, où là, il faudra vraiment qu'il fasse jouer les jeunes, parce que et l'intérêt il aurait à ne pas faire tourner, sachant qu'en plus c'est vraiment tout le temps les mêmes qui jouent à Lyon. C'est ça, ouais. La composition d'équipe, il y a jamais de changement. Il y a jamais de changement. Après, pourquoi changer l'équipe qui gagne, ça on va pas lui reprocher. Mais là demain, ouais, c'est sûr qu'il faut que des Malo Gusto, des Da Silva, des Cherki, des Barr, Sinali Diomandé, tout ça, ce soit titulaire.
Parce qu'en plus, si tu ne les mets pas titulaires, quel message tu leur envoies? Exactement. Mais c'est comme... Et on sait que, je suis totalement d'accord avec toi. On sait que Juninho, lui, justement, milite auprès des jeunes pour qu'ils prolongent, parce que on a vu des mecs cet été partir comme Pierre Kaloulou qui n'est pas titulaire au Milan, mais qui quand même fait pas mal de matchs. Il a du temps de jeu au Milan. Et oui, alors, il n'aurait pas eu le temps de jeu là à Lyon, c'est sûr. C'est vrai que là, si ses potes du centre de formation, on voit que lui, dans un club comme le Milan, qui est quand même premier en Serie A, c'est pas rien, tu vois, ils sont pas distancés, il a du temps de jeu. Qui voit qu'à Lyon, ça bloque, ça peut leur donner des envies de départ. On sait que cet été, Melvin Barr avait été annoncé du côté du Bayern Munich. Donc, attention demain, en fait, à ne pas perdre ces jeunes, quoi, qui pourraient quand même t'apporter un vrai plus dans la course pour les premières places, tout simplement, parce que Lyon peut se cacher maintenant. T'avais même l'exemple contre Saint-Etienne où il gagne 5-0, il fait rentrer tout le monde à la 85e, quoi. C'est un derby, tu vois. En disant que ils ont mal joué, oui. C'est pour ça la veille. Le match d'avant, c'était une punition. C'est pour ça qu'ils les sanctionnent. Cherki, moi, je pense que, déjà cet été, Cherki, il s'est posé des questions. Là, cet hiver aussi, ça a un peu discuté. Je pense que l'été prochain, il y aura un épisode Cherki et c'est normal. Franchement, il est rentré 20 minutes. Vous avez vu ce qu'il a fait. Enfin, moi, je comprends pas. Personne. Je vais le redire à chaque podcast. Je comprends pas la gestion de Rudy Garcia avec Ryan Cherki. Il est rentré, mais ce petit, c'est quelque chose, quoi. Il est rentré, il est venu, il a fait un tout droit à un moment donné, personne n'arrive à lui prendre le ballon. Enfin, on sent que le petit, là, il a trop de foot dans les jambes. Et il joue pas assez. Il ne joue pas assez. Donc, va falloir me trouver des arguments. Peut-être que la semaine, il a peut-être des petits problèmes de comportement, mais bon, il a été quand même super indulgent à l'époque avec Eden Hazard, il a su le gérer. Là, il a quasiment le même talent et il le gère peut-être pas pareil, il est peut-être plus précoce, je sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que Cherki se pose des questions sur son avenir à Lyon. Ah là là, Doumam, il part en guerre contre Rudy Garcia. Je pense qu'on a fait le tour de cette OL Strasbourg. On va parler vraiment brièvement de ce Montpellier-Dijon, Doumam. Je crois qu'on est tous les deux à l'avoir vu. Montpellier qui commence par un début de match catastrophique. Enfin, t'as 2-3 actions au final. Ouais, t'as 2-3 bonnes actions. Au final, tu te fais planter sur un corner où je crois que c'est Daniel Congré qui est complètement à la rue. C'est ça. Bizarre. Au final, t'arrives à la mi-temps, tu te dis merde, c'est pas du tout l'équipe de Montpellier qu'on voyait. On en parle encore une fois, mais au début de saison et à la Mosson ces derniers temps, alors qu'avant de Montpellier à la Mosson, ça t'enflammait le match pendant 90 minutes. C'est ça. Les adversaires, ils pouvaient pas ressortir le ballon et tout. Et au final, la bonne surprise, c'est la deuxième mi-temps. On a retrouvé ce Montpellier offensif. On va pas se mentir, je pense que la présence de Delors en a fait beaucoup, même s'il a pas marqué. On sent que c'est vraiment lui le patron maintenant qui lance les premiers pressings, etc. On sent que Laborde est beaucoup mieux quand il est avec lui, que TJ Savanier aussi, ils se sentent beaucoup mieux quand Andy est là. Et là, en 15 minutes, tu plantes 3 buts. Tu vois les joueurs qui, à partir du premier but, l'égalisation de Laborde, commencent à se lâcher, mais complètement. Ça tente des ciseaux, t'as un espèce de ciseau de Savanier qui est tenté. Bon, il rate la balle, mais on voyait que c'était un peu le but de la délivrance. Et à la 50e minute, t'as ce bijou de Laborde là qui reçoit le ballon dans la surface et qui crochette Koulibaly. Qui crochette Koulibaly. Koulibaly qui abandonne complètement, il regarde l'action, il a rien à faire. Après, t'as ce but de Savanier aussi qui arrive. Enfin voilà, on a retrouvé un peu ce Montpellier du début de saison. Personnellement, j'ai pris du plaisir sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, elle était horrible. Franchement, c'était pas évident à regarder, mais la deuxième mi-temps, on a pris du plaisir. Même Dijon, tu vois, qui prend un rouge par Koulibaly à la 70e, ils ont essayé d'attaquer dans les 20 dernières minutes. Ils réduisent la marque sur un penalty. Ristich qui pour moi fait quand même une erreur. À 3-1, c'est Ristich, oui. C'est Ristich qui fait l'erreur. Bon, ouais, non, mais tu dois pas. Ouais, mais tu vois, 3-1 comme ça, sachant que Dijon était un peu dans un temps fort comme, tu dois pas faire une main comme ça dans la surface, quoi. Ça gâche un peu cette deuxième mi-temps, tu vois. Et au final, t'as Pétard, l'idole de la Mosson qui arrive à planter le 4e but. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Koulibaly est exclu sur une faute d'Eli Wahi. À peine une faute provoquée par Eli Wahi, bien sûr, et qui joue super bien le coup, quoi.
il est là. L'expérience d'un gamin. Ouais, c'est ça. Il a déjà, c'est un truc de fou. Ça se voit que le fait d'avoir joué ce gamin, le fait d'avoir joué en CFA2, CFA, ça l'a vraiment endurci. Ça se voit que le fait d'avoir joué contre des adultes, ça lui a appris un peu de vice. Et donc là, on commence à le voir. Il fait tout le temps des entrées intéressantes, soit par des buts, soit là carrément, il provoque une expulsion. Donc il a été prolongé cette semaine, c'est super bien. Maintenant, voilà, il faut qu'il joue. Là, c'est bien, il joue. En plus, il a été remplacé. C'est lui qui remplace Delors. C'est un bon signal aussi, je trouve, envoyé aux jeunes et au groupe. Donc non, Montpellier, c'est bien. Après, voilà, on va pas s'enflammer. Hein. C'était Dijon. C'était pas non plus, voilà. T'encaisses toujours 2 buts. T'encaisses toujours 2 buts. Tu perds 1-0 à la mi-temps. Il y a que ça pour que l'équipe se réveille. Et pareil que dans les vestiaires, ça a gueulé. Ils se sont dit la vérité. Donc, et c'est ça qui a fait que peut-être qu'ils sont revenus à la mi-temps avec d'autres intentions. Donc, voilà, on est retourné sur un 4-3-3. J'aime beaucoup. Offensif, un peu plus. Avec, même Hilton a été surprenant, j'ai trouvé, tu vois. Genre, on disait justement que le 4-3-3, ça devait pas aider Hilton. Et là, bizarrement, il était pas dégueu, quoi. Il était en place. Oui, pas mal. Bon, Hilton, je sais pas, j'ai pas encore la sérénité d'avant, quoi. C'était Hilton. Ah bah non, mais de toute façon, oui. Hilton, Spajic et tout, à l'époque, c'était, t'avais l'impression que les mecs, y a rien qui passait, quoi. Là, c'est pas pareil. Bon, on va voir. En tout cas, c'est bien. Mais maintenant, il faut enchaîner, quoi. Il faut enchaîner. Mais tu vois, pour conclure sur ce match-là, tu vois, justement, moi, ces derniers temps, c'était la seule étincelle qui me faisait regarder Montpellier jusqu'au bout, tu vois. Genre quand il rentrait, je me disais merde, on va enfin voir quelque chose. On sent ce petit truc en plus, quoi. Tu vois, quand il rentre, je trouve que on n'en parle pas beaucoup parce que c'est que Montpellier et que forcément ça vend pas encore énormément de rêves, mais je trouve ça bien justement qu'il soit même à Montpellier parce que comme ça il a le temps de se développer, de prendre en assurance et je trouve que c'est prometteur pour la suite et il va falloir peut-être que Stéphie Mavididi se méfie de la montée en puissance du gamin, quoi, parce que là Mavididi sort encore un match transparent ou presque. Ouais, Mavididi il est inconstant en fait, c'est ça son problème, c'est qu'il est inconstant. mais justement, mais là avec Wai qui pousse, va pas falloir perdre trop d'occasions de briller, quoi, tu vois. Après Mavididi joue plus sur un côté, là il le met sur un côté quand même. Bon, après est-ce que Wai peut jouer sur un côté, c'est possible. Moi je pense que c'est vraiment un joueur sur les côtés, tu vois. Genre, ouais, je pense aussi. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est possible. Hein. Après, effectivement, mais bon, moi, je pense que je le vois plus dans un rôle d'axe, enfin, vraiment de jouer dans l'axe. Mais c'est vrai que on va voir ce que ça va donner. Moi, j'attends quand même le prochain match, voir s'ils arrivent quand même à continuer. Enchaîner. Ouais. Voilà, c'est ça le plus important, c'est enchaîner les bonnes performances. Donc, on va voir. Content, mais on attend. Prudent, on va dire. C'est ça, t'as raison. On va reclore ce petit chapitre montpelliérain pour aller chez le voisin nîmois, Léandro. Je vais te laisser la parole. Ouais. Avant de parler de ce match, c'est quand? C'est jeudi soir, on a appris par nos confrères du Midi Libre et confirmé le lendemain que Jérôme Arpinon était viré du Nîmes Olympique. Le coach a eu une semaine assez mouvementée quand même et il a été cambriolé, non, c'est ça, menacé même. Il y a eu ouais, enfin bon, ça avait pas de lien avec le Nîmes Olympique, mais en gros le soir avant son éviction, Jérôme Arpinon a été cambriolé chez lui. Il y a eu le mec a même menacé son fils avec un couteau, enfin n'importe quoi. Au final il s'est quand même enfin le mec il s'est dénoncé, donc fin de l'histoire, quoi. Mais bon, Arpinon a passé une semaine de merde et c'est conclu par une éviction, par une mise à pied. Il est quand même reparti avec 600 000 €, donc bon, je pense pas qu'il soit si triste que ça. On va parler football, Léandro. L'argent, tu sais, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On arrive du coup à ce dimanche. Donc, Léandro, toi, t'es parti encourager les Nîmois. On a dit en introduction, tu t'es fait la cheville, mais t'as quand même assisté à un match qui a commencé très vite, c'est ça, hein, avec l'ouverture du score de Golovin dès quoi, la 4e minute, 3e minute. Ouais, bah, il faut pas, enfin, quand vous regardez un match du Nîmes Olympique, vraiment, les gars, allez-y, première seconde, quoi, parce que il y a moyen temps clair de Canal. Exactement. On dirait les matchs de Marseille quand c'est sur Canal, quoi, c'est là même. Non, sincèrement, c'est début catastrophique. En plus, 2 actions, quasi identique où Golovin se retrouve seul et puis Golovin bon j'en parle directement, hein, il sort le match de l'année, il fait 3 buts, 1 passe D, il est trop fort, franchement il se gave. Non, ça arrête de retour.
Ah ouais, Golovin, attention Golovin, je trouve que même avant, il était déjà trop fort quand il faisait ses rentrées contre Marseille. C'est un joueur, moi c'est mon joueur, c'est un peu mon joueur chouchou, hein, Golovin. Tu vois, le joueur qui est trop fort mais qui est sous-coté un peu. Mais il est assez inconstant, c'est ça le problème. Moi je le trouve assez inconstant malheureusement, mais là tu vois il te sort un triplé avec une passe D. Enfin franchement je pense que même lui dans le meilleur des cas il s'attendait pas à une prestation aussi XXL, tu vois. Non. Il est très très fort. Très fort. Puis en gros pour faire vite fait un bilan du match, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que surtout qu'à 2-0, faut quand même expliquer le scénario. À 2-0, on se dit Nîmes va couler. On va enchaîner, ouais. Clairement. Exactement. Franchement, c'est quoi, à la 12e minute? Non, c'est ça. 12e minute, il y a 2-0. Attendez, 2 secondes. 12e minute, il y a 2-0. Et là, on se dit, ça pue pour Nîmes, quoi. Clairement, moi, quand je vois le score, ouais, c'est ça, 12e minute, j'ai vérifié. On dit que ça pue pour Nîmes, et finalement, bah non. Il y a ton, j'allais dire ton bouc émissaire. Ouais, mais attends, il y a le bouc émissaire de Leandro qui relance le match. Lucado. Mais t'as tant critiqué. Il y avait du soleil à Nîmes hier et il a marqué. Attends, il y a deux choses, je trouve, qui font le match, et c'est pas forcément le but de Lucado, mais je crois que c'est le but refusé à Ben Yedder. Puisqu'il y a un 3-0 pour Monaco, qui est refusé à Ben Yedder sur une action je vais pas être faux cul, hein, il est très 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 léger. Mais je pense que c'est là où on se relance, puisque je crois qu'après s'être dit ouais, on pourrait s'en prendre 3 et derrière franchement, je crois qu'on en aurait souffert, hein, ça aurait été un match Angers bis. Oui. Mais je crois que les joueurs ils se sont dit il y a quelque chose à jouer. Puis Dieu merci, Zinedine Ferrat existe et il est incroyable. Puis il délivre une passe à Lucado qui mea culpa, hein, et je fais mon mea culpa. Pourquoi par rapport à Lucado? Tout simplement parce que je l'ai beaucoup dénigré alors qu'il était défenseur. Hier, il a été remis à sa place d'habitude, donc milieu de terrain. Il a fait un très 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 bon match, vraiment. Hein. Il était de partout, soit sur les attaques, sur les défenses. Il était très bon. Tu enterres la hache de guerre. Ouais, j'enterre la hache de guerre. Je lui fais un cadeau, on va dire. Lol. Non, et du coup, on se relance. Deuxième but de Ferrat. Un cadeau, oui. Badiachil qui nous en fait un beau sur le deuxième. Ah, sur le deuxième, Badiachil, vraiment quel roi. Hein. Après, bon, elle est quand même très bien jouée. Et la frappe de Ferrat, elle est un peu plus compliquée, je pense, que ce qu'on s'imagine, puisqu'il a calme. Le but de Ferrat est magnifique, le compte n'y peut rien. Mais le raté. Mais le jeu réclame à ce qu'il joue sur la gauche. Il va faire un contrôle intérieur déjà beaucoup trop long. Et dans la continuité de l'action, c'est Lucado qui récupère le ballon en plus, hein. C'est Lucado qui récupère le ballon. C'est qu'avec Monaco, c'est tout le temps pareil. Tu peux jamais être à l'abri. Tu peux pas te dire, tu gagnes 2-0 contre Nîmes qui est dernier. Tu arrives quand même à te mettre en difficulté. Mais tu sais que c'est totalement ça, hein. Tu sais que malgré le 2-0, moi du coup je regardais pas le match tout seul et moi je le disais, mais c'est Monaco les gars, c'est Monaco à tout moment, sur une erreur défensive ça va nous offrir 2 buts et derrière on a eu les 2 buts qui ont été marqués. Bon après début de deuxième période vraiment où c'était un beau match, tu vois, genre c'était équilibré, je trouvais. J'ai pas trop compris pourquoi Diop est sorti et Diatta est rentré côté monégasque. Peut-être que toi tu le sauras. Non plus. Peut-être qu'il paye son gros manqué en fin de seconde période là sur un. Ouais, mais encore lui, il est face à René. Sa jeunesse aussi. Un arrêt. Mais tu me parles mais tu vois, Sofiane Diop, c'est un mec à n'importe quel moment, il va te sortir un lapin du chapeau, mec, il va mettre un but incroyable. Il est vraiment trop fort. Je comprends pas qu'il le sorte à la 45e. C'est une question de jeunesse aussi. C'est une question de jeunesse aussi, je pense c'est le plus simple de sortir des 4 offensifs, tu vois. Moi, de ce que je me suis dit que c'était peut-être une espèce de punition, entre parenthèses, puisque derrière, il sort 10 minutes plus tard, Fofana et Ben Yedder. Et Ben Yedder, il sort totalement il a mis un coup de pied dans une bouteille d'eau et tout. Il était vraiment très énervé. Et je pense que c'était je pense que Kovac, un peu comme ce que vient de dire Maxime, il se dit attendez, on est Monaco, on n'a pas perdu en 2021, on gagne 2-0 chez le dernier de Ligue 1 et on n'arrive pas à mener, on n'arrive à rien faire. Et je pense qu'il a voulu mettre pas une punition psychologique en mode si vous jouez mal, vous sortez, tu vois. Et je pense qu'il a fait mal, hein, qu'il affirme son autorité, et même il l'a dit après match que
le journaliste lui posait la question de savoir si Monaco pouvait espérer plus que cette 4e place. Il a dit que là, pour l'instant, non, parce que Monaco encaissait trop de buts. Ok, c'est bien, on marque 3-4 buts à chaque match. Mais là, c'est possible parce que Monaco, depuis le début de l'année, là, joue face à des équipes comme Lorient, contre Angers, contre Nîmes. Quand on va jouer contre des équipes un peu plus... On peut dire Marseille. Oui, on a joué Marseille aussi. Mais... C'est la même catégorie. Non, l'Olympique de courage, Lucas. Mais comme Monaco va jouer contre des équipes beaucoup plus sereines défensivement et qui aura moins d'espace, est-ce que ça va être compliqué de marquer 3 buts pour l'emporter. Donc, je pense qu'il a eu raison de faire un peu ce petit rappel à l'aide, à l'ordre. Pardon. Et c'est vrai qu'après, en plus, Golovin est venu sauver la mise avec un coup franc. À peu près le même qu'il avait mis à Lorient pour son retour. Coup franc où il est trop nul quand même, René. René, il est trop nul sur le coup franc. Non, je te jure que je pense que la trajectoire est difficile à lire dans la mesure où un défenseur à tout moment peut venir la couper. Je suis pas d'accord. Il y a un petit rebond. Il fait la différence. Et après Golovin, c'est encore lui qui lance volante qui met un petit piqué devant René. Même à 4-2, Monaco, on s'est dit, c'est bon, là, cette fois, c'est plié, terminé. Ils vont pas encore faire les cons. Eliasson, le prince! On prend un coup franc splendide d'Eliasson. Mais heureusement, Monaco a tenu, même si Fomba en a raté une belle à la fin. La tête seule, ouais. Il n'a pas su cadrer. Mais j'ai trouvé pour vous, Nîmes, vu le changement d'entraîneur. Enfin, j'ai pas regardé énormément de matchs de Nîmes. Mais alors là, ouais, un mec comme Benrahou sur le terrain, ça fait quand même la différence. Ah oui. Non, mais le truc, c'est que du coup, moi là, j'ai la semaine dernière, je parlais avec Aubragnac et il avait déjà été coaché par Planck et il le disait. Compte tenu de ce qu'on nous ressort des entraînements d'Arpinon, etc., avoir un coach comme Planck, ça va juste leur faire trop plaisir. C'est un mec qui est intuitif, qui donne confiance, qui va pas les traiter comme des U13, tu vois. Et je crois qu'on a directement vu, ne serait-ce que Benrahou, justement, ce cas-là, un mec qui était à la peine depuis le début de saison parce que il se faisait traiter comme un gosse. Il y a eu plein de cas hors match qui sont arrivés avec Arpinon. Je pense que le mec, il en avait marre. Et là, de voir que c'était un nouveau coach qui lui donnait confiance, qui le mettait titulaire, même s'il n'était pas forcément à sa place de prédilection, il a sorti un match de fou, quoi. Et c'est un mec qui a du ballon, tu vois, et qui va de l'avant, qui dribble, qui cherche la faute. Et c'est ce qu'on veut, quoi. C'est ce qu'on veut. C'est du football. Et moi, vous le saviez, sur les derniers podcasts, je l'avais dit, je préfère que le Nîmes Olympique descende en ayant été fier de ce qu'on a proposé, plutôt que de continuer comme on continuait. Et là, tu vois, c'était une défaite, certes, mais on s'est battu, on a essayé jusqu'au bout. Les mecs, ils avaient la hargne et l'envie, donc c'était beau, tu vois. Donc c'était une belle défaite, on va dire ça comme ça. J'aime pas dire ça, mais oui, défaite encourageante, un peu dans la mesure. Ouais, voilà. Pascal Planck n'a pas voulu. C'était Monaco en face. Non, mais il a raison. Il a raison de pas utiliser ce terme. Mais dans la mesure où c'était Monaco, 4e de Ligue 1, avoir les ressources, ne serait-ce que mentales, à 2-0 au bout d'un quart d'heure, tu peux te dire c'est mort, quoi, on va en prendre 5 et on va souffrir. Mais après, ça va dans la lignée aussi ils ont relevé la tête contre le PSG mercredi. Je trouve qu'ils ont pas fait un match dégueu. En deuxième période, ouais, ils étaient mieux. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que si avec cette mentalité ils continuent et que ils retrouvent de la confiance à l'image, parce que tu sais qu'il y a des joueurs magnifiques. On en a parlé, Benrahou, mais pareil, Ferrat, il porte très bien son prénom. Non, franchement, il y a de la qualité. Après, à voir si il est pas trop tard en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques un peu partout sur Benjamin Lecomte sur ce match-là. Lucas, toi aussi qui as vu le match, t'en as pensé quoi justement de son match? Je trouve qu'il a contrairement à Montpellier, il est vraiment pas rassurant comme gardien dans son attitude, dans sa manière de parler aux défenseurs, je sais pas. Et sur les buts, j'ai du mal à lui reprocher quelque chose. J'essaie de me le remettre en tête. Enfin, le coup franc, il est super bien tiré. Le second, la perte de balle de Badiachil, t'as le premier à la rigueur, tu vois, ou même sur le premier, tu peux rien lui dire. Ouais, mais tu vois, genre à Montpellier, t'avais ce côté où, enfin bon, après je suis sur un match. J'aimerais bien parler avec les gens qui le critiquent parce que alors franchement, s'il y a allez, le rendez-vous de Maxime avec les supporters. Franchement, j'ai vu pas mal de critiques moi sur les réseaux de justement ce fait de, tu vois, en gros de hier ne pas avoir fait d'arrêt ou
Le mec, il est livré à lui-même à chaque fois. Enfin, en vrai, sans déconner, faut regarder les matchs. Je regarde tous les matchs de Monaco. Il est irréprochable depuis qu'il est arrivé. Hein. Je fais le porte-parole des réseaux sociaux. Hein. Là, je juge pas Benjamin Lecomte personnellement. Il n'y a pas que des. Ouais, je trouve que c'est pas pertinent, mais bref. Après, le seul truc, c'est qu'en fait, avec la défense qu'il a, c'est difficile. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, 9 buts sur 10, c'est un défenseur monégasque qui soit laisse un espace, soit donne la balle à l'adversaire. Donc déjà, j'ai du mal à. Badiachil. Exactement. À lui attribuer une faute sur les buts qu'il encaisse. Ouais. Le seul truc où je peux comprendre qu'on peut le critiquer, c'est que même si en face il y a vraiment trop d'espace et que c'est une passoire. Lui, je regarde pas tous les matchs de Monaco à l'inverse de Maxime, mais sur ceux que je vois, je me dis jamais, putain, heureusement qu'il y avait Benjamin Lecomte. Sinon là, non, quoi qu'il arrive, chaque match, ils s'en prennent ils se prennent énormément de buts. Et j'ai l'impression que, il pourrait soit, éviter que ça s'aggrave ou, transformer certaines défaites en match nul, transformer certains matchs nuls en victoire. Mais c'est vrai que, sur le match de Nîmes, en tout cas, moi, j'ai rien à lui reprocher. Sur les buts, il peut rien faire et c'est la défense de Monaco qui les des espaces. Maxime, t'as quelque chose à rajouter? Ou je sens que je t'ai énervé en relatant. Ça y est, non, ouais, là, ouais. Il est bougon. Il est bougon, faut aussi le dire. Mais alors là, critiquer des joueurs qui sont irréprochables. Non, j'accepte pas, non. Faut le dire, t'es bougon parce que Clermont a perdu ce week-end. Et Clermont, après avoir battu le leader troyen mardi, Clermont est tombé à Rodez. Retour sur terre pour les Clermontois. Non, mais la casse est limitée parce que samedi, Toulouse et Troyes sont neutralisés, ce qui fait que Clermont est toujours à 3 points de Toulouse deuxième. Il reste 14 journées, donc 14 journées, ça fait beaucoup de points, ça fait 42 de tête. et non, tout est encore jouable, t'inquiète pas. Ouais, non, mais oui, mais je te sens quand même, tu vois, je te sens pas autant heureux que d'habitude d'être dans ce podcast. Il y a des semaines où je t'ai connu dans les nuages avec des victoires partout. Et on va finir justement sur le dernier match à analyser, l'OM PSG. Alors s'il y a Maxime qui est souvent heureux ces derniers temps, il y a Lucas qui déprime semaine après semaine concernant son club. La semaine dernière, Lucas, on s'est quitté en faisant un point sur les supporters et en gros l'attaque de la commanderie comme elle est si bien appelée par les médias. On s'est quitté lundi. Mardi, il y a quand même eu une grosse info, c'est le départ de Villas-Boas. C'est ça, ouais. André Villas-Boas donc du coup a démissionné avant d'être mis à pied par cette direction qui a jugé que certaines de ses déclarations en conférence de presse ces derniers temps n'étaient pas bonnes pour l'image et qui s'attaquait notamment au directeur sportif et aux dirigeants. Et du coup, c'est Nasser Largué qui avec l'aide d'un staff technique composé de la Nationale 2 et un ou deux, je crois, qui sont chez les U19. Ouais, ils sont 3 en tout, mais c'est ça. Largué qui chapeaute l'équipe un peu. Du coup, il se retrouve sur le banc à gérer les entraînements. Du coup, il est allé à Nantes en ayant dirigé aucun entraînement. À Lens, mercredi où ça finit en 2-2 alors que ça menait 2-0. Et du coup, cette semaine, il a continué et donc il a disputé son premier Classico. Il y avait, je trouve qu'il a réussi à mettre son équipe. On faisait la vanne par rapport à l'Olympique du Courage, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on voyait en début de match. Il y avait, avec les absents qu'il y avait et évidemment le fait que sur le plan comptable ça ne valait pas grand chose, qu'il n'y avait pas de public et tout, c'est vrai que c'est un classico qui avait pas trop de saveur, mais je voyais des joueurs concernés. Il y avait il a remis tout le monde à l'endroit, hein, ça de toute façon faut le quand même puis on aurait pu s'attendre à un peu une opération de Garcia comme il avait fait lorsqu'il était arrivé à l'OM où il avait dit les gars, défenseurs au parc, un point et ce sera très bien, mais il explique en conférence de presse les mauvais résultats c'est de la faute des joueurs, ils ont pas à se plaindre de quoi que ce soit et ça passe par pour changer ça il y a la télé. Et du coup donc Nasser Largué les a remis un petit peu dans le droit chemin. Ils avaient beaucoup d'ambition sur le début de match, ils ont pas laissé le ballon aux Parisiens. Ils se font avoir très tôt dans le match sur un contre où Kylian Mbappé part vraiment à 2000. Hiroki Sakai, qui depuis quelques mois ne sait plus défendre debout, décide de se jeter, de se battre.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mbappé comme ça aussi. Je tiens quand même à le dire, de voir aussi fluide et aussi en profondeur. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien, je trouve. Mais vas-y, je t'ai coupé sur cette action. Mais... Non, c'est ça. Ben ouais, il ouvre le score. Il fait difficile d'en vouloir à qui que ce soit, à part à. Valentin Rongier quand même, si. Oui, non, mais ouais, ça c'est Valentin Rongier qui perd un duel de la tête face à Marco Verratti quand même, c'est dur. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, je parlais vraiment sur la finition où Mbappé il fait un super travail, mais oui, le duel à la tête perdu par Rongier face à Verratti, surtout que, il est déjà sur le ballon. Il a l'avantage d'être un peu plus, d'arriver un peu plus dans la course. Je voyais même pas comment ce duel pouvait être perdu. Dans ma tête, je dis ok, on va avoir une seconde occasion après le corner. Et au final, ça part en contre-attaque. Et ensuite, le Paris Saint-Germain double la mise avec une tête où Alvaro est sur il est sur Icardi, il est dessus, il est un petit peu en retard, mais il le gêne suffisamment. On pense qu'il le gêne suffisamment, mais il le prend parfaitement de l'arrière du crâne et ça lobe Mandanda. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas c'est super bien joué. Et jusqu'à la fin du match, les Marseillais ont tenté d'exister en essayant quelquefois de jouer haut. Il y a des pressings qui s'amorçaient par séquence. Honnêtement, il y avait des trucs intéressants. Non, il y a des bonnes choses. Il y a quand même des bonnes choses à retenir, je trouve. Après, c'était pas un grand pari en face. C'est ça. Ouais, et c'est ce qui fait limite a fait vraiment. J'étais pas emballé par ce match et ça a été peut-être le pire truc que j'ai vu. C'était même un affront. C'est que vraiment j'ai eu l'impression qu'en face c'était là on arrête. Ouais, genre à 2-0, on va pas forcer. Franchement, parce qu'il faut quand même le dire que Marseille a eu la possession tout le match. Bon, pas de beaucoup, je crois que c'est 56-44 à la fin du match, mais Marseille a la possession pas mal de fois. En première mi-temps, même Marquinhos à la mi-temps dit que c'était clairement pas le projet de base de laisser la possession à l'OM. Mais mine de rien, voilà, l'équipe de Nasser Al-Khelaifi. Après, elle avait la possession, mais sans en faire grand-chose non plus. Faut pas se mentir non plus. Les grosses actions, c'est souvent soit sur un contre assez vite joué ou une paire de balles. Je pense notamment à la frappe de Pape Gueye qui oblige Rico à faire un bon arrêt en première mi-temps, mais ça c'était un ballon perdu de la défense. Mais même de base, Marseille avait le ballon, mais tu sentais que ça manquait de création. Payet était dans un soir qui était pas dans un soir, était même pas là quasi de toute façon. Je sais pas ce que t'en as pensé, Lucas, mais c'était clairement mais individuellement c'est bizarre parce que j'ai envie de souligner que les Marseillais ont pas fait un match complètement dégueu, mais c'est vrai qu'individuellement quand je m'arrête au cas par cas je me dis en vrai qui c'est qui a vraiment c'est bon, ça, à part Camara, Gueye. Camara, Gueye et le reste c'est pas ouf. C'est fou parce que autant parisien que marseillais, je veux que tout le monde s'accordait un peu sur ça en disant finalement Marseille quand même sans coach, sans attaquant, avec sans et face à une équipe qui est 100 fois plus fort. Ouais, et au final tout le monde dit ça, mais c'est vrai que Germain fantomatique. Après Germain c'est pareil, de toute façon un attaquant face au PSG généralement il a le rôle. Non, mais il a le droit au pire de les embêter, de faire des coups de genoux aux défenseurs, j'en sais rien. Allez, non mais tu vois, chaque non, il a le droit d'être un peu plus pressant, on va dire. Mais tu vois par exemple Thauvin beaucoup. Mais Thauvin il voulait pas blesser les Parisiens. Il voulait pas blesser les Parisiens, Thauvin. On se sentait dès qu'il y avait un Parisien qui arrivait, il levait les pieds, il voulait pas faire mal. Ah, c'est vrai qu'il est, je sais pas, il pensait déjà à son échange de maillot avec Mbappé. Il voulait en rajouter un à sa collègue. Ça c'était Calais Takar, ça. Finalement, c'est Douillet qui l'a récupéré. J'espère qu'il en avait deux Mbappé. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue global, c'est pas un grand match, d'aucune des deux équipes. Les deux, c'était vraiment, je pense que de l'ère Qatari, c'était peut-être le pire, vraiment. Il y a eu des raclés du PSG où le match aller. Tu vois, le match aller, je le trouve encore pire dans la production des deux équipes, le match aller, moi, je trouve que c'était... oui, mais les deux sont, mais au moins, tu repars avec, je dis pas parce que l'OM gagne, mais tu repars avec, c'est un match qui, mine de rien, on en a parlé, par rapport des points. Ah oui, tous les incidents, oui. Non, mais je veux dire, tu connais pas le foot, tu mets quelqu'un qui ne connaît pas le foot devant, il comprend qu'il y a de l'intensité, il comprend que c'est un match en jeu, tu vois. Là, ce match-là, hier, t'avais rien. Va expliquer à quelqu'un que c'est le classique. La plus grosse affiche de je suis d'accord avec toi. Je suis désolé, c'était un match qui devait se jouer un dimanche à 13h, si personne n'a envie, il y a pas de problème. Ouais, mais c'est limite un match de Coupe de France. C'est ça, même le match de Trophée des Champions était beaucoup plus intéressant.
Donc ouais, c'est ça. Et honnêtement, il y a très peu d'enseignements à tirer de cette OM parce que bon, entre les blessés, le fait qu'il n'y ait pas de coach et que l'OM ne joue plus grand chose, c'est compliqué. Et le PSG. Je trouve qu'il y a 2-3 joueurs quand même qu'on un peu. Enfin, tu vois, il y a des bonnes notes à distribuer quand même. Je trouve côté parisien, t'as Verratti, je trouve qu'il sort encore un match très bon. Tu vois, et il te fait 2-3 retours dans la surface, notamment un tac sur Thauvin là vers la. Il a ses périodes Verratti, mais là depuis l'arrivée de Pochettino, il est. Ouais. Et puis il continue bon les matchs. Hein. S'il se prend pas un taquet de paillettes et il finit le match. Ouais. Mais enfin voilà, tu vois, par exemple Verratti, je trouve qu'il a à mettre en lumière. Maxime, je crois que tu étais d'accord avec moi. On a fait les notes ensemble hier soir. On a mis nous Verratti avec Kurzawa aussi qu'on n'a pas trouvé dégueu. Kurzawa a été très bon, pas mal de bons retours défensifs et même offensivement il a apporté. C'est vrai que il revient même bien. Physiquement, il est bien. Ouais. Physiquement, exactement. Il est bien aussi. C'était ce qui lui manquait, je trouve, où il avait des trous d'air monstrueux physiquement. Et là, justement, je trouve qu'il est de retour à une bonne forme. Et on avait mis aussi il y a Icardi. Alors, il a pas touché beaucoup de ballons. Il a pas touché beaucoup de ballons, mais les ballons, il les a bonifiés. Bon, ouais. Exactement. Ouais, c'est lui qui est sur l'avant-dernière passe. C'est ça. Ouais, sur le contre, ouais, c'est lui qui la met bien à Di Maria face à lui, quoi. Donc, si moi, ça passe mauvaise, il y a pas d'action, quoi. Pour le but, je pense que il fait quelque chose de volontaire, en fait. Il veut vraiment faire, tu sais, la petite déviation de la tête, tu sais, mais à l'arrière de la tête qui va permettre de lober. Mais Alvaro est sur lui, mais donc ça rajoute de la réussite à lui. Mais je pense que, vu sa position du corps, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Ou la prolonger, ou la mettre un peu plus loin, quoi, ou carrément faire une déviation. Ouais, je suis pas sûr qu'il imagine lober Mandanda, mais oui, enfin, en tout cas, je pense qu'il veut vraiment mettre une tête en arrière. Voilà, il veut mettre une tête en arrière, mais après, il a la réussite. Mais par rapport à sa position du corps, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et il est sur l'avant-dernier l'avant-dernière passe, sur le but. Et en plus de ça, sur les matchs d'avant, Trophée des Champions, il met but, passe D, etc. Icardi, depuis que Pochettino est là, c'est plus le même joueur. Ça fait plaisir. J'en ai parlé un peu en intro. Je voudrais qu'on revienne vite fait sur Mbappé. Toi, Leandro, justement, t'as pas entendu sur ça. Comment tu l'as trouvé? Moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu mieux que d'habitude. Après, c'est en ce moment, il alterne le bon et le moins bon. Le bon, c'est quand il dribble pas à l'arrêt, qu'il fait pas de gestes superflus, et le moins bon, c'est justement quand il fait tout ça. Et hier, il a pas voulu trop en faire, alors que c'était le Classico, qu'il n'y avait pas Neymar. On aurait pu se dire justement, tu sais, que c'était là qu'il aurait voulu un peu tirer le Classico vers lui, tu vois, et au final, il était plutôt efficace. Non, moi, je trouve que c'était... Enfin, je vous comprends sur le fait où c'était pas un Classico spectaculaire, etc. Mais je trouvais que c'était quand même un match un peu intéressant, on va dire, si on peut se permettre avec ce qui s'était passé à l'OM. Je trouve que l'OM a quand même... première mi-temps, ils ont pas fait grand-chose, mais deuxième... Pas de ouf non plus, mais on s'attendait largement à pire. Et moi, comme je vous l'avais dit, moi je m'attendais à voir une équipe qui vraiment allait être au bord du gouffre, qui allait pas enchaîner de passes, etc. Bon, c'était un peu le cas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais ça un peu plus intéressant. Et non, c'était un match, comment dire... Ouais, on va mettre un 6 sur 10, tu vois, si je pense dans l'intérêt du match. Ouais, 6 sur 10 sur l'intérêt du match, quoi, puisque au final... Ouais, vas-y. Sur Mbappé, justement, quoi. Toi, Non, sur Mbappé, je trouvais intéressant, déjà, le premier but sur le contre éclair, tu vois, ça aurait été le Mbappé d'il y a encore 2 ou 3 semaines, je pense qu'il aurait eu totalement moyen qu'il rate, tu vois. Alors qu'au final, ou qu'il se fasse rattraper par Sakai. Ouais, exactement. Tu le sens, la puissance, la vitesse. Ça faisait vraiment longtemps, je trouve, qu'on l'avait pas vu aussi bien. Ah ouais, franchement, je trouvais... Bon, après, le problème, c'est que, outre le premier but et 3-4 belles petites passes, il n'y a pas non plus grand-chose derrière, tu vois. Ouais, mais après, ça va avec ce qu'on a dit sur le match, que Paris, c'était pas un grand pari. À 2-0, je pense qu'ils se sont dit, on va pas se casser la tête à tu vois, aller plus loin. Enfin... Après, on va peut-être en parler vite fait. Il y a peut-être 2 pénaltys aussi qui sont... La liste aurait pu être longue, parce que franchement, le nombre d'actions qui peuvent donner pénalty... les deux, je les siffle maintenant. Ah ouais, franchement, honnêtement, l'arbitre, il a été large. Par exemple, pour Neymar, il était pas d'accord avec moi. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand on regarde... si on essaie déjà d'éviter la sale torsion du genou d'Alvaro... on voit que en fait quand il prend son appui,
Neymar vient en fait marcher sur Alvaro. Donc c'est pas du tout volontaire. Mais pour moi, s'il y a vraiment un penalty à siffler, c'est le premier sur Icardi. Icardi, il est incroyable. Et c'est vraiment incroyable de pas le siffler. Sakai, ouais, s'appuie clairement sur Icardi. Et oui, il n'y a pas d'erreur manifeste apparemment de l'arbitre, donc c'est pour ça qu'on ne check pas la VAR. Oui, mais il a le droit de siffler lui. Non, mais oui, voilà. Il a le droit de siffler lui-même. Non, mais je te rejoins, oui. Et non, mais c'est vrai que c'était. Bon, après je pense que Paris a pas eu besoin de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit peu ce côté. Je pense qu'ils en ont pas besoin. Lui, il était là, il s'est dit. On va pas faire souffrir Marseille. Ouais. Non, même pas ça. Je me suis dit, si réellement il y a un truc, de toute façon, dans 2 secondes, ils vont me le dire à l'oreille. Enfin, tu vois, il s'est même pas. Il a même pas hésité. De suite, il fait non, les gars, c'est bon, on arrête. Je pense que réellement, il s'est dit, ça va pas changer le cours du match. J'ai des gens qui ont de la vidéo. Si réellement il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, ils vont me le dire. Moi, je voulais juste rajouter 2 trucs, les mecs, et je voudrais votre avis là-dessus. Tout d'abord, le match de Verratti, qui je trouve une fois de plus trop fort. Je trouve que depuis qu'il a été replacé, il est très bon. Et juste vous demander ce que vous en avez pensé du match de Germain, puisque du coup, j'ai appris en fin de match qu'il était sur le terrain. Et je voulais savoir du coup qu'est-ce que vous en avez pensé de sa rencontre. Est-ce que c'est mieux que Benedetto? On en peut parler. Après, moi je trouve perso que c'est un match où clairement il est là pour faire le 11e joueur et qu'il est un peu sacrifié, quoi. Tu vois, il a le sale boulot d'aller tenter de la première vague de pressing et puis il s'arrête là, quoi, et de faire le replacement un peu défensif. Tu peux pas, enfin. Non, mais sincèrement, c'est facile de lui taper dessus, tu vois. Genre, voilà. Je suis d'accord avec Julien parce que il a eu que des ballons de merde. Mais que des ballons de merde. Un mec sur qui on peut taper, je pense, par contre, c'est Payet. Parce que Payet, il a pas le même statut que. Clairement, il touche. Comme si on tapait pas assez sur Payet. En 56 minutes, Payet, c'est quand même, c'est censé être la star de l'équipe. Hier, il était isolé sur le côté gauche, il n'a absolument rien fait. Germain, lui, il a que des ballons de merde. C'est sûr qu'il est attaquant. Hein. Son rôle, c'est pas de décrocher et d'aller les chercher, les ballons. S'il en a pas, eh ben oui, il va faire un match de merde. Surtout que c'est pas son style. Kimpembe a été incroyable, ok, on est d'accord. Oui, c'est pas son style. Et on sait que Germain, il faut qu'il y ait un deuxième mec à côté de lui. À Monaco, c'était ça. À Nice, c'était ça. Et il était très bon. Hier, Payet, il fait un match honteux, tu vois. Payet, il fait un match honteux. En plus, il va pénaliser son équipe pour les semaines d'après en prenant un rouge débile. S'il y a un mec sur qui on peut taper, je pense, même Thauvin a pas été bon. Exactement, c'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, je suis d'accord pour taper sur Payet, parce que Payet, en fait, il a même pas raté ce qu'il a entrepris, il a rien entrepris. Il n'a pas pesé dans le jeu. Je sais pas pourquoi, en plus, parce que normalement, surtout dans ces matchs-là, limite, il en fait trop. Mais il a pas chambré avant. Il a pas chambré avant. Non, mais en plus, c'est ça, on dirait que réellement, il s'est dit, bon, sur MPSG, celui-là, enfin, tout le monde, j'ai l'impression, s'est dit ça. Celui-là, on s'en fout, on sait pas pourquoi. Hein. Bon, lui, en tout cas, il a pris ce parti-là. Du coup, il fait un match fantomatique, mais le seul truc, c'est que par contre, il y en a un qui est, on lui a donné des ballons toutes les 17 secondes, c'est Thauvin. Ouais. Il a jamais su en faire quoi que ce soit. Lui, par contre, tu vois, parce que s'il y a une personne, même si c'est normalement Payet qui est censé distribuer et créer le jeu à Marseille, c'est que, vu qu'on n'a pas d'animation, on dépend que de lui. Mais, Thauvin, enfin, je sais pas, c'est le joueur de l'OM qui a le plus touché de ballons pendant tout le match. C'est même certainement des 2 équipes, il va être dans le top 3. Et il n'a jamais su quoi en faire. Que ce soit sur une frappe dangereuse, un centre dans la surface qui met en danger un peu le Parisien ou qui alerte Rico, ou je sais pas, un bon décalage, une course dans le dos. Non, jamais rien. Des fois, tu te dis, oh là, il y a un boulevard, il y a quelque chose. Et ça se finit tout le temps par le même truc. Même sa spéciale, il a tenté pas, il fixait sur Kurzawa. Il faisait 27 feintes de dribble comme s'il allait partir ou quoi, mais il a aucune accélération. Tout le monde le sait. Pourquoi tu fais semblant que tu vas essayer de dribbler quelqu'un? Et puis il a trahi son propre style de jeu. Franchement, c'était assez décevant. Je trouve que tu as eu quand même le contraste en plus avec l'entrée de Luis Enrique, que j'ai trouvé pas dégueu du tout. Il a eu quoi? Il a eu 10 grosses minutes à jouer, mais justement, enfin, je trouve que ça mérite justement de le voir un peu plus. Il revenait du Covid, etc. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est là. Et justement, tu vois, en 10 minutes, il touche 18 ballons, il fait 100% de passes réussies, il fait une passe clé. Je trouve justement que c'est, comme quand tu vois Thauvin, le match un peu dégueu, enfin, le match dégueu qui sort, tu vois, genre, tu regrettes limite de pas avoir vu Luis Enrique plus tôt, quoi.
Ouais, parce que juste avec ses défauts et c'est un petit peu sa jeunesse qui fait qu'il peut commettre des erreurs, mais c'est vrai que sur ce match-là, vu qu'il rentre et qu'il multiplie des courses et que le PSG mène que 2-0, donc on sait que c'est qu'à partir du moment où t'as un mec qui fait que passer dans le dos des défenseurs ou quoi, tu le voyais, ça crée des espaces pour les autres, et ça fait que c'est ça que je comprends pas, pourquoi est-ce que ni Payet ni Thauvin n'ont su faire ça, et lorsqu'il avait le ballon, évidemment le match est quasiment plié, il restait que quelques minutes, il se faisait plaisir en multipliant des courses, en essayant de provoquer, et il y a que lui qui sait faire ça, mais c'est un profil qui manque un peu à l'OM. T'avais un peu Radonjic qui était comme ça, mais qui commettait beaucoup trop d'erreurs, mais t'as que des profils sur tes côtés, enfin et c'est bizarre parce que pourtant tu veux jouer bloc bas, essayer de partir vite, mais il y a qui court vite dans cette équipe? Il y a personne qui s'est provoqué en vrai, c'est-à-dire que quand tu es en face d'un joueur de l'OM, tu te dis jamais, putain, lui, faut que je sois bien sur mes appuis, il peut m'éliminer, qui sait qui va éliminer? Oui, et puis la plupart, ils sont trop, tu t'attends à tout ce qu'ils font au vent, tu sais qui va repiquer dans l'axe. Je trouve stéréotypé complètement. Ouais, c'est ça. Vite fait, on va en parler. Il y a quand même eu le duel entre Neymar et Alvaro a quand même eu lieu. Neymar qui avait une gastro qui est rentré à la 62e minute. Le premier ballon, c'est justement l'un des premiers ballons de Neymar, c'est justement le possible penalty. Il veut le tuer sur le avant. Déjà il lui met la tête, il lui met le ballon, il lui met le pied sur la tête. Et si Neymar, il met bien la tête, Neymar, franchement, ça peut se finir. Je pense qu'Alvaro finit pas la saison. Mais justement, tu vois, t'as ce côté où tu vois quand Neymar rentre, tu te dis que ça peut encore une fois, ça peut partir loin en tête. Il y avait eu encore des clashs sur Twitter après le trophée des champions. T'avais Alvaro, je crois que c'était justement sur un but qu'il prend, il s'était quand même amusé à chambrer Neymar parce qu'il l'avait tenu par le cou, alors que Neymar sur cette action-là, il l'avait dribblé. Enfin, tu sais, t'avais encore ce côté, cette animosité entre les deux. Et tu te dis, de toute façon, tu le vois direct quand Neymar rentre, t'as les gros plans sur lui, Alvaro. Tu vois Neymar qui rentre avec un petit sourire, etc. Le réalisateur, je sais pas si c'était une fois que Neymar est rentré, c'était un coup Neymar, un coup même si c'était Verratti qui avait le ballon, il voulait filmer que Neymar et Alvaro. Mais jusqu'à la sortie, je sais pas si vous avez remarqué. La pression, mais t'as la pression qui monte. Après, du coup, t'as cette action côté gauche où Neymar donc élimine Alvaro et va se présenter face au cage, et t'as le retour d'Alvaro. Franchement, son hyper extension du genou, l'image, elle est horrible à regarder, je trouve. Genre, rien qu'en la voyant, t'as mal au genou. Et tu vois que t'as Alvaro qui crie de douleur et t'as Neymar qui est limite mort de rire à côté en lui disant de se relever, et tu vois que toute la tension entre les deux. Et je pense que si Alvaro il aurait pu jouer sur une jambe juste pour montrer à Neymar qu'il allait pas sortir sur. Ouais, oui, c'est ça. Mais justement, je crois qu'il est resté que pour ça, tout le monde a dû dire ça. Oui, et c'est ça. Et il sort après justement un dernier sauvetage sur Neymar avec une passe d'Mbappé, mais tu sens que les deux, c'était à celui qui allait avoir la plus grosse et qui allait rester jusqu'au bout. C'est bien, ça c'est le seul petit moment frisson qu'a eu tout le monde, je pense, même supporters parisiens, ils ont dû se dire yes Neymar, enfin juste ils pensaient à se dire quand est-ce qu'il va. Franchement, j'ai eu peur de la blessure. Moi, je me suis dit, d'ailleurs, il va le découper. Je pensais vu le scénario du match, je m'étais dit, il va peut-être pas prendre de risque. C'est ça. Mais sans revenir sur les instants du match aller, c'est cool. C'est bien que ce soit transformé un peu comme ça, qu'aujourd'hui, tu vois. Oui, t'as une animosité qui est. Ça reste assez violent. Pas méchante. Des fois, quand même, il est à la limite, hein. Ouais, à chaque fois, il joue avec. Déjà, au trophée des champions, il est à la limite plusieurs fois, là, quand il envoie Neymar Valding. Ouais, mais même après, il lui fait 3-4 fautes, là, justement, je crois que Neymar rentre encore, en plus. Neymar était pas titulaire aussi, je crois, oui, c'est ça. Au trophée des champions. Ça arrive en fin de match. Il revenait de blessure. Donc, ouais, voilà, t'as ce côté encore l'entrée, t'as une tension entre les deux tu vois, tu te dis bon, il va se passer quelque chose au final, t'as une blessure d'Alvaro. Ouais, tu vois, même que maintenant, tu vois, je préfère leur truc, s'ils veulent se chambrer sur Twitter, qu'ils fassent leur vie, je m'en fous, mais voilà, c'est mieux ça que le cinéma qu'on a eu droit là pendant plus d'un mois. C'est cool, parce que c'est, là, au moins, voilà, je sais pas si les deux seront là pour le prochain classique, mais, ça sera encore un truc, ça, c'est des trucs, tant que pas un des deux sera parti, ça sera toujours guetté. On sent que c'est un truc qui est pas fabriqué. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Autant aujourd'hui, c'est comme pendant. Pour certains, ça veut pas dire grand chose. Enfin, je sais pas si, voilà, tu as l'état de Sarr à l'OM ou je sais pas, n'importe quel joueur parisien, s'ils sont pas français, qui viennent d'ailleurs, de toute façon, c'est comme d'hab, tu vois, que les Kurzawa, les Kimpembe, Marquinhos à la rigueur, c'est ceux qui le prennent vraiment à cœur, quoi. Après. Paredes, parce que, mais c'est par l'amour de la bagarre. Ouais. Mais Paredes, c'est pareil, tu vois, t'as ce côté aussi un peu de tension entre Neymar, Paredes et Delors, par exemple, à Montpellier. T'as ces petits feuilletons, tu vois, ces petits accrochages qui te font justement regarder un match, je pense, même si t'es pas supporter parisien ou montpelliérain ou marseillais, tu vois, genre,
Je pense que quand Neymar rentre hier, tout le monde s'est dit on va peut-être zapper pour aller voir Neymar face à Alvaro. D'autant que maintenant tout le monde peut regarder la Ligue 1 vu que c'est de retour sur Canal+ et que qu'il y a plus téléfoot, il y a plus la Ligue 1 sur téléfoot. Douma, on t'a pas entendu justement sur l'entrée de Neymar et de ce duel, on va dire là, c'était sans armes ni haine ni violence, mais plein de choses à dire sur ce match. Bon, après moi personnellement, j'ai aimé le match. Personnellement, j'ai regardé le match, j'ai plutôt kiffé. J'ai aimé l'OM. Je trouve que l'OM a montré un vrai caractère. Avec tout ce qui leur arrive, les mecs ils sont quand même là, ils ont quand même essayé de jouer. Germain effectivement, c'est très facile de lui taper dessus, il a pas beaucoup de ballons, c'est lui qui a justement essayé de décrocher, chercher des ballons. C'est lui qui met la tête que Marquinhos sauve miraculeusement. Après Sergio Rico il est là et le ballon lui échappe. Donc voilà. Après effectivement Paris est au-dessus. Mais Mbappé là est en train de monter en puissance, j'ai l'impression. Si vous regardez bien sur le but, donc avant-dernière passe d'Icardi, Di Maria qui fait la passe décisive, qui se blesse, mais c'est surtout l'attitude dans la course d'Mbappé qui une course, il accélère, hop, ça décélère un peu, ça réaccélère, ça décélère, ça réaccélère, c'est vraiment là on est en train de retrouver l'athlète Mbappé qui a de l'espace, qui joue avec ses qualités, qui se prend pas la tête, qui finit directement devant le but, du gauche en plus, magnifique. Sakai, oui, il plonge, mais bon, Mbappé, il est tellement rapide que je pense qu'il a un peu paniqué sur le coup. Après, moi, j'aime cette animosité sur les classiques. Faut pas oublier quand même que c'était des matchs où, à l'époque de Dimeco, à l'époque de Libra, à l'époque de, ça s'envoyait c'était vraiment, avec l'époque de Boli et tout, c'était peut-être extrême, mais ça a ajouté une vraie animosité et un vrai intérêt au classico, parce que bon, les classicos dans les autres pays c'est pareil, en Argentine c'est pire. Donc voilà. Après, bon, moi je suis quand même un peu inquiet pour Paris parce que il y a le Barça qui arrive et je sais pas, on n'est jamais serein quoi. C'est bizarre, le Barça c'est pas le meilleur Barça du monde, mais là bon. Attention, si victoire d'affilée en Liga. C'est ça, oui, c'est ça. T'as une confiance qui revient. Voilà, il y a une confiance qui revient, mais Paris non plus. Paris, on peut pas dire que c'est une équipe de peintres, mais on peut pas dire qu'ils sont au-dessus non plus. On a quand même des sautes d'humeur et ils concèdent des occasions. La semaine dernière contre Nîmes aussi, vous en avez parlé tout à l'heure. Tu gagnes 3-0, mais tu concèdes quand même des occasions. Nîmes a des possibilités de pouvoir marquer. Rico, il fait flipper. Rico, il fait peur. Il fait même flipper sa défense. Moi, je vous le dis, moi. Donc franchement, c'est ça qui est un peu paniquant. Verratti, j'espère que le coup que Payet lui donne, c'est pas quelque chose de grave. Bon, je pense que c'est qu'un coup. Une contusion, je pense. Ouais, voilà, il était bien rouge. Voilà, un peu de glace et puis ça va. J'espère, franchement, j'espère. Après voilà. D'ailleurs, on a Leandro, expert en coups et pour mettre de la glace. Ah ben là pour le coup plus qu'expert. Un peu de Voltaren, un peu de glace. Il a réussi à finir le match quoi. Le mec il boitait et tout sur le côté, c'était compliqué quand même. Ouais. Donc, Leandro c'était pareil, ou même si tu veux un peu une image réelle de Leandro après ça. Sache que Leandro a été obligé de monter les escaliers de chez lui à 4 pattes puisqu'il n'arrive pas à marcher. Donc plus ou moins pour mais on est là. C'est ça pour Nîmes quoi. Putain, je te jure. Mais le pire du pire, les mecs, c'est que dites-vous que je me suis levé un dimanche matin à 9h du mat pour aller voir des mecs descendre d'un bus et perdre ma cheville et perdre une rencontre. Ah là là. C'était vraiment le dimanche. C'est ça, t'es un vrai supporter quand même. Un vrai de vrai. Merci. Un vrai de vrai. Et puis, il n'y a eu aucun débordement. Non, mais après, voilà. Moi, Mbappé, bon. Écoutez, j'ai l'impression que il est en train de faire taire les critiques qui sont sur lui. On va voir. On n'attend pas sur des matchs comme ça. On t'attend contre le Barça, match aller-retour. C'est là qu'on t'attend. Neymar, écoute, c'est bien. Il fait une bonne rentrée. Pour moi, il y a penalty. Pour moi, je comprends même pas pourquoi il y a pas penalty. Si là il y a pas penalty, il y a plus de foot. Franchement, ok, Alvaro il est là, mais il se tord le genou et tout, mais il y a penalty là. Si je comprends pas comment il peut pas y avoir penalty. Et sur Icardi, c'est pareil. Donc la VAR, voilà. Je vais être clair. Je trouve que c'est nul. Ça tue le foot. La preuve, on a encore des erreurs.
Donc franchement, non, là il y avait vraiment penalty. Après voilà, quand même des synonymes de limite de satisfaction. Vous avez parlé tout à l'heure de Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique, Larguet lui fait du bien parce que depuis qu'il est là, il a enchaîné 2-3 matchs avec des entrées. Et là, voilà, on voit que le petit commence à se faire plaisir. Il frappe un moment, Rico fait un arrêt. Il a plus apporté, effectivement, un peu plus apporté que Thauvin, hein, sur son côté, hein. Il accélère. Mais en fait, le truc, c'est que sur les côtés, à Marseille, il n'y a pas de jambes, quoi. Il faut des jambes sur les côtés. Il faut des mecs qui accélèrent. T'as l'entrée de Paul Lirola qui est pas dégueu, on n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve qu'il apporte autre chose que Nagatomo. Enfin, par exemple, pour le coup, Nasser Larguet, je comprends pas comment tu peux mettre Nagatomo ou Sakai et te passer de Paul Lirola, tu vois, par exemple, dans un match comme ça. Ou du moins pas le faire rentrer plus tôt quand tu as la tournure des événements, quand tu vois que Paris est au final pas si menaçant que ça, etc. Tu vois, je pense que Paul Lirola aura apporté plus rapidement, quoi. Ouais, après Lirola, c'est vrai que c'est un super contre-attaquant, pardon. Après, voilà, défensivement, je sais pas trop ce que ça donne, mais effectivement, il a cette capacité à pouvoir répéter les efforts à haute intensité et à apporter offensivement. Donc ça, c'est super. Après, bon, honnêtement, Nakatomo, c'est une énigme. Sakai, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, là, il le fait rentrer à la place, il rentre, il le met de l'autre côté. Et donc Sakai joue à gauche. Bref, moi après c'est vrai que au niveau de l'effectif de l'OM, ça me pose des questions. Ils ont une équipe pour jouer bloc bas et pouvoir lancer des contres, mais ils n'ont pas les joueurs devant qui peuvent aller vite. Et au milieu de terrain, ils ont les joueurs pour pouvoir jouer la possession, mais ils jouent pas la possession. Donc j'avoue que c'est très 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 problématique. Mais voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire de ce match. Moi, j'ai aimé le match. Franchement, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Et oui, Verratti, super classe, masterclass même. Paredes qui fait une frappe incroyable sur le poteau. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un truc de fou. Donc oui, j'ai bien aimé le match. Après, le PSG, moi, je suis pas rassuré encore. Et je sais pas si votre avis. Moi, le Barça, ça m'angoisse. Je suis angoissé. Je me sens pas bien. Donc non, mais il vraiment. Il est pas bien. Ah non, mais vraiment, hein, franchement, faut pas encore qu'on vive le traumatisme de se faire sortir par le Barça, qui est pas le meilleur Barça ces dernières années, quoi. Mais on voit Dembélé qui revient, on voit De Jong qui est trop fort, on voit Messi qui a pas joué le match d'avant. Bref, ils sont vraiment en train de préparer cette confrontation. Et moi, j'ai un peu peur de cette confrontation. Donc, avec Rico, quoi. Navas sera pas là, quoi. Navas, si, il devrait être là pile poil pour le match. Ah ouais? J'espère. Ouais. Il devrait reprendre exprès pour le match. Après, pour un gardien, il était blessé à l'adducteur. Ça devrait pas être non plus très grave s'il fait pas d'autres matchs avant, quoi. Faudra voir selon son état de santé, mais pour l'instant, il y a encore quelques matchs avant Doubam pour te rassurer ou au contraire pour te créer de nouveaux problèmes. Je pense qu'on a fait le tour de cette OM PSG. Landreau, maintenant, c'est l'heure de quoi après chaque match? Ah bah là, de toute façon, c'est l'heure du 11 de la journée. C'est ça, l'équipe type. Bon, je t'avoue que là, il n'y a pas de ni moi. Pas forcément étonnant. Ouais, c'était compliqué d'en sortir un là-dedans, je t'avoue. Ça commence déjà au cage par Alfred Gomis, qui a sorti 3 parades monstrueuses d'affilée face à Lens, et donc du coup qui mérite sa place dans l'équipe type. En défense, on n'en a pas parlé, mais du coup Nice avec Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo, du coup, qui est là. Voilà, il est arrivé il y a quelques jours avant la fin du mercato. Il commence à bien s'entendre avec Saliba. Nice gagne 3-0. Ça peut promettre, ça peut donner quelques motifs d'espoir aux Aiglons, n'en déplaise à Maxime. Moi, je lui ai préféré Gravillon de Lorient. C'est vrai, je sais que on a eu un débat tous les deux, faut le dire, c'est vrai. J'ai pas mis Gravillon, j'ai pas mis Abergel non plus, et je sais que ça t'a piqué. Ah, mais Gravillon, c'est un joueur que j'aime bien. Il fait encore pas mal d'erreurs, mais on sent qu'il y a un vrai niveau, et c'est lui qui a la passe sur Abergel. Donc, on n'a pas dit, mais Lorient a gagné, Lorient va mieux. Donc, peut-être que les semaines prochaines, ils y seront. J'espère. C'est ça, mais ça fait quelques semaines qu'il y a des Lorientais dans l'équipe type, contre le PSG, le match d'après. On les oublie pas, nos amis Lorientais. Alors, du coup, dans cette défense à 3, on retrouve Papa Boussissé, la recrue stéphanoise en défense. Comme quoi, l'arrivée d'un patron fait pas de mal à l'équipe de Claude Puel. Voilà, Metz, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face à Metz, et donc du coup Papabou, le colosse de l'Olympiakos, ça fait énormément de bien au cage de Jesse Moulin.
qui n'a pas eu énormément de travail à faire du coup. Et du coup, le troisième défenseur central, c'est Presnel Kimpembe. Comme l'a dit Maxime, il a sorti un gros match. Voilà, le Titi parisien avait à cœur de briller face aux Marseillais. Au milieu de terrain, on retrouve Marco Verratti et Romain Fèvre. Alors là, je pense que tous les coachs de Ligue 1 aimeraient avoir un milieu comme ça. 2 joueurs de ballon. Maxime, je sais que Romain Fèvre, pour toi, est quand même un de tes chouchous, même s'il a pas brillé du côté de la principauté. Ouais, bah non, c'est vrai qu'il est excellent. Puis bah là, c'est lui qui fait la différence sur le dernier but. Bah, il a un peu de chance vu que ça frappait contré par Koscielny, mais c'est cool de voir que là, il peut être décisif et relancer les Brestois qui n'avaient plus gagné depuis 5-6 matchs. Petit rebond, c'est pas mal parce que ils étaient en train de glisser, pas dangereusement, mais là qui se relance, c'est une bonne chose. Et en plus, quand c'est Romain Fèvre qui marque, bah forcément, ça donne le sourire. Hein. Bon, après Eli Wahi, Romain Fèvre aussi. Ça y est, Doumam a beaucoup de chouchous dans la Ligue 1. Là. Oui. Non, Romain Fèvre, c'est gros cœur sur lui. Et en plus, le mec était en réserve de Monaco. Il a coûté 500 000 €. Non, mais il faut se rendre compte quand même de ça. De toute façon, c'est incroyable. C'est le super travail de Brest et du directeur sportif, ça, de Grégory Lorenzi, qui hésite pas à aller chercher des pépites à droite à gauche, pardon. On pense aussi à Romain Perrault, qui est un habitué de l'équipe type, qui avait été recruté à Nice, pareil, qui jouait pas à Nice et qui s'était révélé au PFC. Donc, Brest, ça travaille bien. Il y a aussi Jean Lucas qui commence aussi à prendre ses marques dans l'équipe de Dalloglio. Donc, ça promet, je pense, le podcast, ici, on adore Brest et c'est une équipe aussi à regarder sur cette fin de saison. Voilà. Donc après, il y a eu 2 milieux défensifs, même si Verratti et Fèvre sont loin de ce profil-là, et ensuite 3 offensifs avant de passer aux attaquants. Donc évidemment, il y a Alexandre Golovin, le tsar de Maxime, côté droit. Memphis Depay en meneur de jeu et Fodé Ballo-Touré qui est en position d'ailier gauche. Et enfin, en attaque, on retrouve Gaëtan Laborde, auteur d'un doublé, qui a sonné la révolte de Montpellier, qui a été excellent, on l'a dit tout à l'heure avec Doumam. Et enfin, Jonathan David, Maxime, un de nos chouchous aussi à tous les deux. On a longtemps pris sa défense en première partie de saison. Enfin, il nous le rend bien. Et maintenant, il nous le rend très très bien. Il est à 5 buts d'affilée, 5 matchs d'affilée où il marque. Il est enfin lancé. Il fallait lui laisser du temps. Il est arrivé dans un nouveau pays, nouveau championnat. Qu'il perde du poids aussi, parce qu'on en avait parlé aussi qu'il était pas vraiment, qu'il était en embonpoint. C'était plutôt Dimitri Payet plutôt que Kylian Mbappé. Et là, ça y est, on le voit en forme. Il s'éclate. Il est beaucoup plus précis devant les cages. Genre, par exemple, hier, son premier but, c'est de l'instinct, quoi. Il y a le ballon qui lui revient, c'est tout de suite en une touche. Puis la deuxième, la relation avec Renato Sanchez aussi, elle fait plaisir. Ouais, et puis tu vois, au final, on sent pas trop l'absence de Burak Yilmaz. Mais quand il va revenir, justement, est-ce qu'il sera aussi... Non, mais oui. C'est ça le truc. Savoir, mais en première partie de saison, il était totalement dépendant de lui. Hein, on va pas se mentir. Burak Yilmaz, à chaque match, il était présent, il faisait énormément de mal aux défenses. Et là, finalement, il est pas là. Et Joe David, ça lui permet de s'émanciper, de prendre confiance. Je crois que Leandro, toi aussi, t'apprécies le profil de Joe David, non? Ah putain, Joe David, qu'est-ce que j'aurais donné pour avoir un mec comme ça au Nîmes Olympique, hein, ne serait-ce qu'une de ses jambes. Oui, c'est non, mais ça aurait coûté trop cher. Non mais mec, il cherche le club, Leandro, faut être réaliste. Non mais c'est un bon joueur. Et d'ailleurs, je voulais faire pareil. Pas un mea culpa forcément, parce qu'on avait tous un peu la même idée, tu vois. On disait que c'était un peu abusé le fait qu'il soit pas performant, etc. en début de saison. Et puis au final, on se prend un peu gifle après gifle, semaine après semaine, puisqu'au final, on se dit que c'était peut-être juste un... Confiance, ouais, c'était peut-être un coup de jeunesse, tu vois. Peut-être un coup de jeunesse au début. Il fallait aussi digérer le prix du transfert de 28 millions. Il avait pas joué depuis mars. C'était plein de petits détails qu'on avait expliqués, parce que du coup, la Belgique s'était arrêtée comme la France. Et du coup, physiquement, forcément, si la prépa physique, il l'a pas faite avec le club belge, du coup, il était moins bien, quoi, logiquement. Moi, tu vois, ça lui permet d'enchaîner, là. Moi, tu vois, je suis content et triste, content pour lui, mais triste un peu, puisque du coup, on voit un petit peu de moins en moins Burak Yilmaz. Et c'était vraiment un mec qui me faisait kiffer, mais bon. Ouais, mais il va revenir, il est blessé, là, je crois. C'est pour ça qu'il joue pas, hein. Si je me trompe pas, hein. Je sais pas, je sais pas. Il enchaîne les petits pépins physiques, ouais. Donc du coup, c'est ce qui permet aussi à Joe David d'enchaîner les matchs. Ouais. C'est pas mal pour Christophe Galtier, son équipe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Lucas, d'abord, c'était un petit mot pour la fin avec ton Olympique du Courage.
Qu'est-ce qui non, juste on pense aux 8 personnes qui sont en train de dormir au Baumettes en ce moment parce qu'elles sont rentrées à la commanderie. Voilà, normalement elles vont peut-être sortir mercredi, mais voilà, on pense un peu à eux. Maxime, toi qui vois la vie en rose avec l'AS Monaco, un petit mot avant cette semaine partagée entre la Coupe de France et la Ligue 1 ce week-end. Ouais, j'espère que Monaco va gagner contre Grenoble et ainsi venger un peu le Clermont Foot, et que justement Clermont s'impose samedi contre Chambly pour relancer la machine et toujours espérer croire à la montée en Ligue 1, ce qui serait historique. Toumam, toi, un petit mot, c'est quoi, qu'est-ce que t'as envie de voir cette semaine? Tu vois, un peu d'Eli Wahi titulaire en Coupe de France face à Strasbourg, par exemple, mercredi? Oui, c'est ça. Super. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il ait plus de temps de jeu maintenant. Il a mérité. Il a montré qu'il était capable d'apporter beaucoup à l'équipe. Donc, c'est un jeune. Der Zakarian est critiqué pour sa gestion des jeunes. J'aimerais aussi voir Chotard aussi titulaire. Ah oui, Chotard Wahi là ensemble, là, ce serait pas mal. Là, franchement, il faut quand même. On sait qu'en interne, il y a des critiques par rapport à la gestion des jeunes chez Der Zakarian. C'est peut-être pour ça qu'il va pas être prolongé. Donc, à lui de nous faire mentir en mettant un bon mix entre jeunes et expérience en Coupe de France. Voilà. Et enfin, Leandro, outre une guérison à la cheville, qu'est-ce qui te ferait plaisir cette semaine? Tout d'abord, je vais même pas parler de la coupe parce que franchement, je m'en fous. Donc le match contre Nice, je souhaite à tous les jeunes du centre de formation de pouvoir être titulaires. Non, et puis surtout une victoire face à Dijon dimanche. Ça ferait bien, ça ferait du bien ça. La purée, ça serait beau. Franchement, ce serait beau. Puisqu'en plus, tu vois, genre là, si on les bat, on les dépasse de 3 points en ayant toujours un match de retard qui est contre Lorient. Donc pareil, un adversaire direct. Donc non, j'espère. Et j'y crois à la machine Planck, entre parenthèses. J'y crois à ce qu'on puisse revenir et qu'on puisse faire dans les 4-5 prochains matchs ce que fait Lorient depuis 3-4 matchs, pareil. Ce qui est bien, c'est que tu nous bassines plus avec ton harping out à chaque fin de podcast. Non, mais et d'ailleurs, tu vois, maintenant qu'il est parti, si Jérôme à tout moment écoute ce podcast un jour, je lui souhaite bonne chance dans sa vie. Et puis, c'est dommage un peu que ça soit fini comme ça. Sans rancune. Sans rancune. Franchement, sans rancune. Sans rancune. C'est beau. J'ai l'impression que cette blessure à la cheville t'a changé. Non, mais là, je suis un homme neuf. Je vois que je peux pas marcher. Par contre, excuse-moi Julien, de vous couper les gars, désolé. Je voulais juste faire un petit message de soutien à la chaîne Téléfoot. Franchement, moi j'ai regardé hier la fin, ça m'a vraiment ému. Et j'aimais bien regarder la chaîne, il y avait du vrai contenu tactique. Ça changeait un peu des chaînes qu'on pouvait voir ces derniers temps à la télé, que ce soit Canal, que ce soit RMC, où on était un peu dans le foot gossip. Là, on parlait vraiment football. Ils ont fait un super truc sur Paoletta. Enfin bref, ils avaient de super idées. C'était une super chaîne de télé foot qui changeait en fait de ce qu'on pouvait voir d'habitude. Je sais pas à votre avis, mais moi en tout cas, je voulais leur dédier un peu ce podcast et en espérant les voir bientôt. Non mais écoute, j'en profite pour placer la pub d'Icefood. Vendredi, je reçois Smaïl Bouabdella, donc si tu veux venir lui dire ça, ne t'inquiète pas, je lui passerai le message. Ah ouais, je suis bien chaud. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ouais. Voilà, c'était pour, la petite promo de Leandro. Oublie pas les studios, hein. Que si on juge que les équipes, Téléfoot a permis de suivre la Ligue 1 encore plus de l'intérieur avec toutes leurs émissions là tous les jours où il y avait des intervenants des clubs qui passaient. Après le seul problème c'était le service. On va dire que la chaîne avait pas mal de bugs et que le groupe en lui-même avec Rome Roures en tête n'ont pas tenu leurs promesses et c'est plus ça qui est dommage. Après les grosses têtes, j'imagine qu'on va pas se faire trop de soucis pour eux. C'est vraiment toute l'équipe un peu des gens de l'ombre, des journalistes qui bossent pour les présentateurs, des monteurs, etc., des commentateurs qui vont être plus, enfin ces gens-là vont avoir plus de mal à retrouver des opportunités. C'est peut-être ça qui est le plus dommage, n'est-ce pas Maxime? Je crois que tu connais quelques personnes là-bas. Ouais, deux, 3 journalistes de ma formation à Lannion qui étaient là-bas, donc on espère qu'ils vont pouvoir retrouver du boulot. Adrien Courouble et Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, les gens de Téléfoot lui ont fait une petite dédicace parce qu'il a été papa. Et Smaïl Bouabdella disait que le plus important dans ces
dans ces moments-là, c'était peut-être autre chose, la vie familiale, et on espère que tout va rentrer dans l'ordre pour eux rapidement. Allez, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les 4 de m'avoir accompagné pour ce nouveau podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le dernier match du PSG avant d'affronter le Barça, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y aura pas mal de choses à dire, je pense. Et voilà, bonne semaine à tous. Et puis voilà, la semaine prochaine. Allez, merci. Merci ciao, tout le monde. Ciao. Ciao à tous. Bye. Bise l'équipe. Bise, ciao, ciao.